François Boulot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comme toujours, nous commençons cette émission avec une citation et j'aimerais que vous la commentiez. Celle-ci est de Aldous Huxley. C'est dans Le meilleur des mondes. La dictature parfaite aura l'apparence de la démocratie. Une prison sans murs dans laquelle les prisonniers ne rêveront jamais de fuir. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au plaisir, les esclaves vont adorer leur esclavage. Oui, je crois que c'est la citation, en tout cas j'en ai pas trouvé qui illustre mieux, je dirais, la situation qui est la nôtre dans l'esprit de la majorité des citoyens. Je dis citoyens, je devrais dire consommateurs, parce que c'est précisément là le problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui sont des consommateurs et sont très contents en fait d'être dans cette situation. Et une des principales caractéristiques, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à la vie de la cité. Ils ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe plus loin, ce qui se passe dans l'espace public, ce qui se passe en politique. Les gens sont résignés, écœurés, pour des raisons qui sont compréhensibles. Mais toujours est-il que beaucoup de gens se sont réfugiés dans ce système de consommation et de divertissement. On leur a pas non plus donné les moyens de comprendre ce qui se passe en politique, de comprendre justement quelles sont les normes qui régissent la vie de la cité. Et sur ce terreau d'ignorance prospèrent des personnes très très privilégiées qui constituent une nouvelle caste, les 0,1, les 0,01%, qui dirigent le pays. En fait, de le diriger plutôt qu'ils se gavent de privilèges et de revenus, mais qui oublient précisément de le diriger. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont plus aucune responsabilité et sont en train de mener le pays à la dérive. Et donc ça, c'est les données de base du problème, en fait. Une élite complètement déconnectée et décadente et une masse amorphe qui a dissous ses désirs dans la consommation et le divertissement. Et puis au milieu de tout ça, il y a quelques gens qui essayent de résister, mais pour l'instant, ils sont encore à contre-courant. Alors je dirais que la situation aujourd'hui, elle est quand même plus favorable qu'il y a quelques années, parce que pour les résistants, il y a encore 10, 15, 20, 30 ans, ils criaient seuls dans le désert. Aujourd'hui, il y a quand même eu des mouvements de protestation qui ont pu être confus, chaotiques, désordonnés, enfin je veux dire avec toutes les imperfections qu'ils ont, mais au moins il y a un sursaut, il y a un réveil qui peut peut-être donner l'espoir qu'on puisse construire quelque chose de différent dans l'avenir. Donc je pense évidemment aux Gilets jaunes en premier lieu, mais avant ça il y avait eu la protestation contre la loi El Khomri, et puis il y a eu aussi Bonnet rouge. Oui, voilà, il y avait eu les bonnets rouges, il y a eu la contestation, la grève contre la réforme des retraites. Bon, on voit bien qu'il y a eu en France un mouvement de protestation, des mouvements de protestation. Et d'ailleurs, on en a eu aussi dans d'autres pays dans le monde, concomitamment aux Gilets jaunes, un peu après, notamment dans les pays d'Amérique du Sud, au Liban aussi. Enfin, on voit qu'il y a un mouvement général là, qui est une révolte contre une mondialisation néolibérale qui a été menée depuis les milieu des années 70, années 80, et qui est en train tout simplement d'appauvrir les classes moyennes, les classes populaires, au bénéfice d'une petite caste, comme je le disais au début. Et ça, c'est un système qui est déséquilibré. Et tout système déséquilibré est voué à sa perte. Voilà. Alors, après cette introduction qui pose beaucoup de sujets que nous allons aborder, donc je vous présente rapidement, vous êtes avocat, vous habitez Rouen, vous avez été l'un des principaux porte-parole justement du mouvement des Gilets jaunes, porte-parole régional en Normandie, mais aussi plus largement dans tout le territoire. Et puis vous avez écrit Reprendre le pouvoir, vous l'avez terminé je crois en décembre 2020, il a été publié cette année, au printemps dernier. Et ce livre, vous le diffusez au public par le biais d'une chaîne, la chaîne Praxis. J'invite ceux qui s'intéressent à votre parcours à suivre. Alors, avant de continuer cet entretien, je voulais aussi remercier nos 100 000 abonnés, puisque nous avons passé le cap cette semaine. Donc, c'est une grande fierté et on a beaucoup de reconnaissance. Toute l'équipe est
et ravi voilà, de ce succès. Mais c'est grâce à vous tous, hein. Et puis surtout, je voulais vous rappeler que dès la semaine prochaine, donc le 6 octobre, nous allons enfin mettre en ligne notre web télé. Ça a été un travail colossal, vous imaginez bien, en amont. Et là, on sait qu'elle sera prête le jour J, donc le 6 octobre. Soyez prêts. Et puis, si vous souhaitez continuer à nous soutenir, ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette web télé. Elle est déjà disponible. Il y aura aussi une grande soirée à cette occasion. Voilà, on reprend avec vous, François Boulot. Moi, j'avais une première question pour rentrer un peu dans le vif de l'actualité, à la fois politique et économique d'une certaine manière. Est-ce que vous avez regardé le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui a eu lieu la semaine dernière? Ouais, je l'ai regardé. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ce débat? Qu'est-ce que vous en retirez? Bon, je crois d'abord sur les effets que ça a produit, que chacun a convaincu ses propres partisans, ceux qui étaient déjà convaincus par l'un ou par l'autre. Je ne crois pas que ça ait fait bouger les lignes. Ensuite, j'étais totalement favorable à la tenue de ce débat. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut débattre, et surtout avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Donc, je pense que c'est justement en faisant surgir les conflits et les contradictions dans l'espace public qu'on peut faire démocratie, parce que chacun ensuite peut se faire son avis de manière éclairée. Ensuite, je dirais que pour moi, c'est vraiment deux personnes qui sont intelligentes, deux personnes qui sont cultivées, qui ont deux visions du monde et de la France radicalement opposées, en tout cas différentes. Mais c'est vrai que ce que je trouve, la réflexion que je me faisais, c'est que c'est quand même un peu triste que finalement, et quasiment, je dis bien quasiment, dans le paysage politique, c'est-à-dire dans ceux vraiment qui sont dans le système politicien, qui briquent des mandats, hein, parce que bon, Éric Zemmour, ok, il était polémique jusqu'alors, mais bon, quand même à peu près compris qu'il serait candidat. Ils font quand même partie des rares personnalités à avoir une certaine intelligence, une certaine culture, et à pouvoir débattre. Moi, j'ai trouvé le débat d'un bon niveau, mais je ne fais pas partie de ceux qui ont trouvé que le niveau était non plus extraordinaire. Ça devrait être le type de débat qu'on a tout le temps, en fait. Et donc, ce que je déplore, c'est pas leur prestation. Ils ont été très bons tous les deux, je trouve, mais c'est le fait que quasiment aucune autre personne dans le paysage politique n'est capable, en fait, d'atteindre ce niveau-là. Alors, ça devrait être la base, en fait. Avoir lu au moins quelques livres, avoir une connaissance minimale de l'histoire et je veux dire des grands penseurs, des grands intellectuels, de l'histoire française, avoir une vision du monde, articuler une pensée cohérente, ça devrait être la base, le b.a.-ba de ceux qui s'engagent en politique. Et donc, ce que ça révèle, me semble-t-il, ce débat, c'est l'indigence et l'incompétence du personnel politique en général, en réalité. Et Voilà. sur le plan économique, qu'est-ce que ce débat disait de deux visions qui ont l'air opposées, mais vous trouvez qu'ils ont été convaincants dans ce domaine-là? Moi, j'attendais, en fait, pour rien vous cacher, bon, le programme économique de Mélenchon, on le connaît, donc il n'y avait rien de nouveau à ce niveau-là. Je pense qu'ils avaient tous les deux en partie raison sur l'aspect macroéconomique, c'est-à-dire que Mélenchon dit on a un problème de répartition des richesses, mais je suis totalement d'accord, on a un problème de répartition des richesses dans ce pays. Les richesses sont mal réparties, il y a trop d'inégalités, il y a des 1, 0,1, 0,01, 0,001% qui gagnent beaucoup trop d'argent, de manière injustifiée. Mais si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, je crois que les 0,1% de foyers, ça doit faire 36 000 foyers, captent 70% des revenus du patrimoine en France. Alors c'est possible. Je vous avoue que les chiffres, ils sont dans mon livre. Alors, je les ai plus tous en tête. Tout à fait. Non, mais c'était pour illustrer ce que vous disiez. Mais voilà, on a une captation des richesses bien trop grande, bien trop inéquitable, qui se fait au détriment d'une large partie de la population. Dans mon livre, je révèle quand même des données qui sont données par l'INSEE, donc il n'y a pas de discussion sur leur fiabilité, qui révèlent que de 2008 à 2018, les 10% de la population les plus pauvres ont connu une baisse du niveau de vie. Et sur l'année 2018, c'est 30% de la population française qui a connu une baisse du niveau de vie. Bon. Donc on a un problème de répartition des richesses, oui, qui n'est pas assez équitable. Mais Éric Zemmour avait de son côté raison quand il pointe le déclin économique de la France. Oui, nous avons entamé un déclin économique. Et c'est logique, hein, quand on désindustrialise le pays comme on l'a fait depuis des années, quand on le laisse se désindustrialiser de cette manière-là,
oui, on ne pourra pas maintenir notre niveau de vie à terme. C'est impossible. Donc, là-dessus, sur ces deux aspects-là, je ne pense pas qu'ils soient contradictoires. Au contraire, ils sont complémentaires. En revanche, bon, il est évident que j'attendais Éric Zemmour au tournant sur la question économique parce que je me disais que soutenu comme il l'est par Vincent Bolloré, il avait nécessairement fait des concessions et renoncé au moins à une partie de ses idées. Alors, bon, je ne suis pas dans sa tête, mais quand il explique que l'État est obèse, qu'en tout cas le système de protection sociale est obèse en France et que c'est ça qui crée des charges trop grandes, etc. Bon, c'est l'un des objets des chapitres de mon livre. Non, le problème de la France, c'est pas le niveau de ses cotisations sociales. Non, ça n'est pas ça. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le problème majeur, c'est le libre-échange. C'est de s'être mis en concurrence libre, mais totalement faussée. C'est-à-dire une compétition sauvage avec des pays qui ont des niveaux de salaire et des niveaux de protection sociale qui sont très inférieurs aux nôtres. Donc, vous pouvez enlever tout le système de protection sociale français, le salaire minimum français, il sera toujours supérieur à celui de la Pologne. Donc, les grandes entreprises qui ont intérêt à délocaliser en Pologne, elles délocaliseront quand même, système de protection sociale ou pas. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne va pas réindustrialiser seulement en affaiblissant le système de protection sociale. Et deuxième raison, et là, c'est parce qu'un système économique est là pour servir les gens quand même. Donc, le système de la sécurité sociale a été pensé par le Conseil national de la résistance. Il est quand même issu des gens qui ont fait la Seconde Guerre mondiale et qui ont dit il faut assurer les gens contre les risques de la vie. Donc, le remboursement des soins médicaux, la retraite, le chômage, etc. Bon, si on abaisse le système de protection sociale, si on le fragilise, nécessairement les gens, pour avoir le même niveau de protection, ils vont aller s'assurer dans des compagnies privées. Donc, ce que vous ne payez pas en cotisation, ce que vous ne paierez pas en cotisation sociale sur votre bulletin de salaire, vous le verserez par des mensualités, des primes d'assurance à des compagnies privées. Donc, vraisemblablement, vous ne paierez pas moins cher et vous n'aurez pas un meilleur niveau de protection. Parce que, à la différence du système de sécurité sociale qu'un système de solidarité publique, le privé, lui, il recherche à faire du profit. Donc, il va chercher à faire une marge que le système public de protection sociale ne cherche pas à faire. Et deuxièmement, il y a des coûts de publicité pour, dans le cas de la concurrence qui serait organisée, essayer de capter le maximum de contrats par rapport à ses concurrents. Donc, vous avez là deux motifs qui font que, selon toute vraisemblance, le coût et le niveau de protection d'un système d'assurance privée sera supérieur et sera, je dirais, de moins bonne qualité que le système de sécurité sociale qu'on a actuellement. Et d'ailleurs, si vous comparez avec des pays, notamment comme les États-Unis, qui fonctionnent avec des systèmes d'assurance privés, je veux dire, je ne crois pas du tout que les gens soient gagnants. Donc, voilà, c'est des arguments, en fait, qui sont des arguments classiques. Alors, pourtant, il critique le libre-échange. Mais effectivement, vous trouvez que ça ne suffit... je ne l'ai pas entendu beaucoup critiquer le libre-échange pendant le débat. Donc, j'attends de voir ce qu'il dira par ailleurs. Mais très franchement, pendant le débat, il a vaguement parlé, critiqué l'Union européenne sur la concurrence. Mais enfin, voilà, il l'a dit en un mot. Il n'a pas parlé, je dirais, de manière claire. Enfin, il a surtout parlé d'immigration, etc. Parce que c'était le sujet qui revenait tout le temps. Justement, je ne l'ai pas entendu faire une vraie critique claire en matière économique de l'Union européenne, du libre-échange, de l'euro, etc., etc. Je veux dire, une question qui a été éludée dans ce débat, c'est la question de l'euro, qui est absolument majeure. Pour quiconque veut essayer d'avoir une vision sérieuse et réaliste du pays et de la politique économique qu'on peut mener, la question de l'euro, elle est centrale. Parce que, sans rentrer dans le détail des mécanismes de fonctionnement de la monnaie, etc., ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est qu'on a créé une monnaie unique et qu'on bénéficie aujourd'hui de la réputation allemande. L'euro est le marque allemand. Donc, on bénéficie de leur réputation. Ça veut dire que, à court terme, c'est très bien. Pour nous, on peut importer plus facilement des produits de l'étranger parce qu'on a une monnaie qui est forte. Très bien. Sauf que la contrepartie, c'est que comme cette monnaie est trop forte, ça fait des années qu'on est en train donc de casser la compétitivité de nos entreprises. Parce que monnaie forte égale une difficulté bien plus grande à exporter les produits qu'on fabrique. Donc, on est juste en train en cassant la compétitivité de nos entreprises, on casse notre tissu industriel. Donc, l'euro, c'est aujourd'hui, tel que ça se présente, rester dans l'euro, c'est un pari à court terme. C'est se dire, tant qu'on peut s'acheter des iPhones et des écrans plats et des machins, c'est très bien. Mais en revanche, on est en train de casser notre tissu industriel, donc sur le long terme, on ne pourra pas maintenir notre niveau de vie. Maintenant, l'euro est aussi ce qui nous oblige, ce qui nous contraint dans certaines politiques économiques. C'est parce qu'on est dans l'euro que l'Allemagne et la Commission européenne
oblige les pays à mener certaines politiques économiques. Si on réduit les dépenses d'un service public essentiel, je ne parle pas de l'administration bureaucratique, je parle des services publics essentiels, hôpitaux, justice, police, éducation nationale, autant de services qui sont à l'os, qui sont dans des états de délabrement extrêmement avancés. Bon, ça, c'est l'Union européenne. Quand on nous Dans les demande... grandes orientations, vous les décrivez. Dans les grandes orientations de la politique économique. Cette politique ne fonctionne pas. L'Europe est sortie de l'histoire depuis la crise de 2008. Sur le plan économique, on est complètement à la rue. Dire, où sont nos champions industriels en matière numérique? Ils sont où? Enfin, je veux dire, on a fait l'Europe pour ça, pour pouvoir concurrencer les États-Unis et la Chine. Ils sont où nos grands opérateurs? Il n'y a rien, pas du tout. On est complètement phagocyté par Facebook, Google, Amazon, enfin bon, les GAFAM, et l'Union européenne, nulle part. Bon. On n'a rien fait, en fait. On fait du surplace depuis 20 ou 30 ans, ça n'avance plus. Et le problème, c'est que tant qu'on est dans l'euro, il faut qu'on harmonise nos politiques économiques. Et comme les Allemands, qui sont la force, le pays dominant dans l'Union européenne, qui sont ceux qui, du coup, de fait, parviennent à imposer leur vision économique, nous, la France, on ne peut pas faire autrement. Donc, continuer dans l'euro, c'est mourir. Économiquement, c'est continuer sur la même politique économique, donc c'est mourir. Mais la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour en sortir? Et ça, c'est un gros c'est une question majeure, centrale, parce qu'elle est compliquée. Sortir, effectivement, c'est avoir une baisse de la valeur de la monnaie. Donc, ça nous pose des difficultés à court terme sur les importations. Bon. Moi, je pense, si vous voulez, que ça n'est pas un argument suffisant. Je ne veux pas mourir à petit feu. Je ne veux pas que la France meure à petit feu. Donc, oui, je veux que la France puisse reprendre en main son destin et à nouveau essayer, je dis bien essayer au moins, d'avoir une puissance économique. Parce que là, on est en train de la perdre petit à petit et notre déclassement continuera autant qu'on continuera à être dans l'euro et à se soumettre aux injonctions de l'Union européenne. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile. Et vous voyez, c'est ça mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui dans le paysage politique ou également dans la haute administration qui réfléchissent sérieusement à ces questions qui sont extrêmement compliquées. Moi, je pense, pour conclure sur ça, que l'urgence actuellement, si on est un dirigeant conséquent, c'est de mettre en marche l'appareil d'État, la haute fonction publique, son rôle, ça devrait être de travailler à un plan de réindustrialisation de la France. Ça veut dire déterminer quelles sont les filières qu'on peut développer dans évidemment une concurrence mondialisée où chaque pays essaye de pousser ses avantages, etc., etc. Bon, quelle filière on peut développer? Donc, de quelle protection on aura besoin? Quelle taxe douanière il va falloir mettre sur tel ou tel produit pour développer telle ou telle filière compte tenu de la concurrence de tel ou tel autre pays et du marché mondial. Bon. Et une fois que vous avez établi ça de manière opérationnelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles vont être les filières d'avenir dans les 10, 20, 30 ans où il faut investir? Une fois que de manière pragmatique, vous avez établi ça, alors on se posera la question de savoir qu'est-ce qui est compatible avec les règles de l'Union européenne, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans le marché? Est-ce qu'on peut rester dans le marché unique ou pas? Voilà. Et une fois qu'on a ce plan-là, eh ben, tout ce qui ne fonctionne pas avec le marché unique, ce qui n'est pas compatible avec l'Union européenne ou le marché unique, eh ben, on ira voir les pays européens, les autres, et en particulier l'Allemagne, et on dira, écoutez, voilà, nous, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est plus possible. On peut plus, on fait quoi? Et s'il faut sortir, il faut sortir. Mais est-ce que l'origine du fait que ce sujet n'est pas abordé par les politiques, c'est qu'il est considéré comme non rentable électoralement? C'est-à-dire que depuis le précédent de 2017, on a souvent expliqué, alors à tort ou à raison, vous me le direz peut-être, mais la défaite lourde de Marine Le Pen par justement sa volonté de sortir de l'euro, on a le sentiment que plus personne ne veut s'emparer du sujet, ou alors très marginalement. Bon, d'abord, moi, je crois pas... Est-ce que je veux dire par là, est-ce que vous pensez que les Français peuvent voter pour quelqu'un qui leur dira, les yeux dans les yeux, je vais sortir la France de l'euro? J'ai parfaitement compris la question. Alors, je ne pense pas déjà que les raisons de la défaite de Marine Le Pen elles soient à trouver sur la question de l'euro. Moi, je pense que, son image est tellement dégradée et tellement associée au nom de Le Pen, à son père, etc., que de toute façon, elle ne pouvait pas gagner en 2017. C'était impossible. Alors peut-être qu'elle aurait pu avoir 5 points de plus si elle n'avait pas été aussi incompétente pendant le débat de l'entre-deux tours. Je crois que c'est ça, surtout qui a fait son effondrement avec les gens. Enfin, elle a eu un comportement et des arguments. Bon, les gens attendent quand même quelqu'un de sérieux, quoi. Et Marine Le Pen n'a pas du tout fait preuve de sa compétence. Ensuite,
En revanche, ça soulève votre question est tout à fait pertinente parce que, oui, on a un énorme problème. L'Union européenne est assez largement, en tout cas majoritairement soutenue dans la population. Pourquoi ? La raison, c'est qu'on a un système médiatique qui, sur le sujet de l'Union européenne, organise une propagande absolue sur le sujet, et on nous explique que l'euro c'est formidable, que l'euro c'est indépassable, que l'Europe c'est la paix, que l'Europe c'est la puissance, etc. Et on confond d'ailleurs toujours l'Europe et l'Union européenne. Alors moi je suis européen, oui, je vis sur le continent européen, oui, je suis pour avoir des relations tout à fait pacifiques et même des relations d'alliés, d'alliance avec nos voisins européens, bien sûr, mais pas à n'importe quelles conditions. Pas aux conditions où je brade mon tissu industriel et où je dois organiser des politiques d'austérité qui font que mon taux de pauvreté il monte dans ma population et que mon pays il est en déclin économiquement. Non, je suis pas d'accord pour ça. Et de toute façon, vous pouvez signer tous les papiers que vous voulez, vous pouvez faire toutes les organisations juridiques que vous voulez. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est le rapport de force. C'est les dynamiques qui se font et les équilibres ne peuvent tenir sur la durée que si les relations sont gagnant-gagnant. Et là, en l'état, l'Union européenne, elle est en train d'asservir la plupart des peuples européens. Je pense notamment à tous les pays d'Europe du Sud. Je pense en particulier à ce qu'on a fait subir aux Grecs. Ça ne peut pas tenir sur la durée. Donc l'Union européenne, elle va imploser d'elle-même de toute façon si on continue de cette manière-là. Et là-dessus, vous avez un rapport de la Deutsche Bank qui l'a dit. L'Union européenne, enfin, on rentre dans le temps des tempêtes. Et une période de chaos va s'ouvrir. Et le rapport de la Deutsche Bank dit la pire erreur serait de continuer sur les mêmes orientations qui ont été prises sur les dernières années. Donc il faut bien comprendre que de toute façon, l'Union européenne, si elle continue sur cette voie, elle va imploser d'elle-même. Et j'en profite pour dire un mot du plan de relance européen qu'on nous a vendu avec les trompettes, etc., en nous expliquant que ça y est, c'est le renouveau, c'est le début du saut fédéral, la Commission européenne va emprunter ce qui ne s'était jamais vu. Bon, faut arrêter les histoires. C'est d'une débilité. Déjà, l'accord, il est totalement préjudiciable à la France. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner 80 milliards en gros pour en récupérer 40. Donc, super, hein, Macron, le banquier, fin négociateur, il connaît les affaires, etc. Bossé chez Rothschild, le gars, on ne lui fait pas. Ok, le mec qui a négocié un accord, on perd 40 milliards. Selon les estimations, etc. Mais c'est au moins 20 ou 40 milliards de perdus. Bon. Mais non seulement on va perdre de l'argent, mais en plus, pour pouvoir toucher les prêts que l'Union européenne va nous faire, on va être contraint de faire ce qu'ils appellent les réformes structurelles. Et les réformes structurelles, c'est quoi ? C'est la réforme de l'assurance chômage. C'est en gros, hop, on va continuer à taper sur les chômeurs, on va réduire les indemnités, on va rendre encore plus compliqué l'accès du droit au chômage. Okay ? Et puis, on va casser le régime de retraite par répartition. Voilà. Et donc, on va continuer en gros à appauvrir la majorité des gens dans le pays. Et évidemment, il va falloir continuer à réformer l'hôpital public, c'est-à-dire réduire les dépenses publiques dans les hôpitaux, la justice, etc. Si je parle de la justice, par exemple, qui est un domaine que je connais bien, quand j'ai prêté serment et que je suis arrivé à Rouen, dans mon domaine d'activité, le conseil de prud'homme, c'est un exemple, mais je pense que ça s'applique absolument à tous les services publics. Il y a 10 ans encore, quand vous faisiez un appel devant le conseil de prud'homme à Rouen, le délai dans la cour d'appel, c'était 6 à 8 mois. Aujourd'hui, on a 3 ans. On a 3 ans de procédure. Donc les délais, c'est pas parce que les magistrats, ils travaillent pas. Hein. Les magistrats, ils ont des dossiers, mais jusque-là, ils n'en peuvent plus. Ils sont juste pas assez nombreux. Il y a tellement pas de budget dans la justice en France que les juridictions ne peuvent même pas imprimer nos conclusions. Il faut qu'on les imprime. Ils n'ont pas le budget papier pour imprimer nos conclusions. Et pour vous, là, c'est uniquement budgétaire, parce que je pense au cas des tribunaux administratifs, où là, les délais sont absolument délirants aujourd'hui, mais c'est aussi dû, bien sûr, au manque de moyens, mais à une forme d'hyperinflation du droit et des possibilités de recours. Oui, mais s'il y a une inflation du droit, faut avoir une inflation de moyens. Il faut donner plus de moyens. Là, ce qu'on a, c'est qu'on a le 23e budget en Europe de la justice. Le 23e. On est la deuxième puissance économique de l'Europe, on est le 23e budget. Notre budget, il est moitié inférieur à celui de l'Allemagne. Je pense qu'a priori, la France peut se comparer à l'Allemagne. On a 2 fois moins de budget. Alors après, on peut nous expliquer, vous êtes mal organisé, c'est pas un problème de moyens, vous êtes mal organisé. Oui, alors déjà, ceux qui disent ça, c'est vous les dirigeants, en fait. C'est vous qui êtes censés organiser, en fait. Vous êtes en train de nous faire l'aveu de votre propre incompétence, en fait. C'est vous qui devez organiser, vous nous dites c'est mal organisé. Changez de travail. Partez, laissez le travail à d'autres. Bon. Mais en réalité, ça n'est pas qu'un problème d'organisation, c'est juste un problème de moyens. Il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de magistrats. Et au-delà des délais,
on a aussi des décisions qui sont de moins en moins bonne qualité. Vraiment, il y a des erreurs de droit, des erreurs qui sont faites par les magistrats parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc je pense qu'il y a parfois des dossiers, ils passent à côté parce qu'ils n'ont pas eu le temps, il a fallu aller vite. Mais ça crée des injustices. Hein. Je peux vous dire, j'ai déjà eu des affaires où j'ai 2 arrêts, c'est les mêmes affaires, j'ai 2 arrêts de cours d'appel différentes, ils sont totalement opposés. Il y en a un, je gagne, l'autre, je perds. Les 2 vont à la Cour de cassation. La Cour de cassation dit non, les 2 arrêts, cet arrêt-là est bon, mais celui-là aussi. Donc la Cour de cassation a validé 2 arrêts de cour d'appel, mais qui étaient rendus dans des affaires strictement identiques, c'était des collègues de travail, mais qui sont pourtant totalement contradictoires. Voilà. On en arrive à des incongruités, des contradictions. Mais François Boulot, alors justement, vous avez cette passion du politique au sens noble. Vous avez des nombreux domaines de compétences. Vous avez été un porte-parole très écouté pour les Gilets jaunes. Et pourtant, vous avez annoncé le 17 septembre dernier que vous vouliez quitter la vie publique une fois que vous auriez terminé votre travail de mise à disposition de votre livre. Pourquoi, alors que vous êtes rempli de passion, de combat contre l'injustice, vous abandonnez aujourd'hui? C'est un message difficile à entendre pour ceux qui vous suivent. Alors, dans mon esprit, c'est pas que j'abandonne. Je dis que j'arrêterai la vie publique. Après la présidentielle, j'arrêterai d'intervenir dans l'espace médiatique, dans l'espace public. Et j'agirai à mon échelle. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand vous avez vu ce qui ne va pas, vous avez lutté contre ça, vous ne pouvez pas revenir dans l'ignorance. Ça y est, le problème, vous êtes passé dans une autre salle et il n'y a pas de retour en arrière. Mais simplement, je vais agir à une échelle individuelle, à mon échelle. Voilà. Pas faire de politique, par exemple. Vous n'en avez pas envie? Mais pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. C'est que pour moi, en l'état, tel que je vois le débat public et que je vois la scène politique, c'est comme si vous avez une soirée et vous arrivez, il n'y a que des gens qui sont complètement bourrés. Et vous avez envie de faire un débat philosophique, vous voyez, sur la vérité, sur l'équilibre et la dialectique. Avec des gens bourrés, vous voyez, le niveau va pas voler très haut, quoi. Hein, et puis vite, ça risque de partir dans l'insulte, etc. Bon. Le débat public, c'est ça aujourd'hui. Donc moi, si vous voulez, j'ai pas envie d'aller une soirée comme ça. Donc, je rentre chez moi, et puis je lis. Voilà, et j'essaye tout seul d'améliorer ma compréhension du monde. Mais participer à des foires d'empoigne, à des règlements de compte personnels ou partisans, où c'est la bêtise qui règne à tous les étages, en grande partie en raison d'une paresse intellectuelle, de l'orgueil aussi, de la vanité des gens qui se croient supérieurs, qui ont un ego surdimensionné, alors qu'ils ne travaillent pas. Je veux dire, quand vous voyez le personnel politique, c'est affligeant. Et manifestement, ils ne lisent plus. Ils n'ont pas lu. Ça doit faire au moins 20, 30 ans qu'ils n'ont pas lu. Ils se sont arrêtés de penser, ces gens-là. Et quand je dis ça, moi je reviens de loin. Hein. Je le dis, j'avais voté oui en 2005 au traité constitutionnel européen. J'avais voté Sarkozy en 2007 et j'y croyais, j'étais convaincu. Donc j'étais totalement sous l'emprise de ce qu'on appelle l'idéologie néolibérale, et en particulier les dogmes économiques que je décris dans le livre. Et puis à un moment donné, j'ai eu quand même un sentiment de malaise parce que je sentais que ça nous menait nulle part. En fait, je voyais que en gros, c'était toujours les mêmes poncifs qui revenaient dans le débat public et je voyais pas bien comment ça allait résoudre les problèmes. Moi, j'ai toujours eu un seul objectif. Un objectif prioritaire. Je crois que c'est par le travail qu'on s'accomplit, qu'on se réalise et qu'on s'intègre dans la société. Le lien social, etc., se fait par le travail. Le travail au sens de l'utilité qu'on apporte à la communauté nationale. Je crois que c'est fondamental pour se réaliser, s'intégrer, avoir un sentiment d'utilité. Et donc pour moi, le fléau du chômage de masse, vraiment, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et donc, je me trompais sur les solutions quand je votais Sarkozy. Je me suis trompé. Et c'est ce dont je me suis rendu compte quand, ressentant un malaise, ressentant du doute en fait par rapport à ce que je croyais avant, ce que je tenais pour vrai, en particulier sur les dogmes économiques, j'ai travaillé. Donc j'ai étudié la dette publique, j'ai étudié l'Union européenne, etc., etc. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'effectivement, en fait, on pouvait conduire une autre politique économique, on peut avoir une autre vision du monde.
Et bon, maintenant, en fait, ce qui me distingue d'il y a 10 ans, c'est que je pense qu'il y a 10 ans, j'avais l'orgueil de celui qui ne sait pas, donc je croyais tout savoir. Et maintenant que j'ai beaucoup travaillé et beaucoup lu, je sais surtout tout ce que je ne sais pas. Donc, L'humilité qui suit oui, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des convictions, mais je n'ai plus de certitude. Mais vous imaginez pour les gilets jaunes que vous avez défendus, qui vous suivent encore sur vos réseaux sociaux, ce retrait de la vie publique, c'est tout de même une manière de dire il n'y a pas de solution aujourd'hui. Je ne vois pas de solution politique, ou d'ailleurs par le biais des manifestations, on a vu comment ça s'est terminé. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une volonté du pouvoir politique de laisser agir des éléments violents dans le cœur du mouvement des Gilets jaunes pour le décrédibiliser? De toute façon, tout a été fait par le pouvoir pour essayer de décrédibiliser les Gilets jaunes. Alors, pour répondre, parce qu'il y a deux questions dans votre question, mais sur la première, oui, je crois que pour l'instant, un changement de grande envergure n'est pas possible. Je ne crois pas du tout au fait que l'élection de 2022 va changer quoi que ce soit. Je pense que voilà, le cirque est en marche. Ça y est, la pièce de théâtre commence à se monter et on va divertir les gens, puis on leur fait croire à la fin que c'est important quand ils mettent un bulletin de vote dans l'urne. Bon, sauf que tous les candidats avant sont là parce que le système le veut bien. Quand je dis le système, disons clairement, pour moi, c'est les classes dominantes, celles qui détiennent le pouvoir économique, politique et médiatique. Voilà. À vos yeux, Éric Zemmour fait partie du système, par Totalement. exemple? Et les autres candidats aussi? Il n'y a pas un candidat qui serait... Oui, tous. Tous les candidats font partie du système et de toute façon, pour ceux qui voudraient le remettre en question, dès qu'un candidat de façon présente un danger, il est soit invisibilisé, soit complètement raillé et disqualifié. Donc, il est neutralisé, si vous voulez. Donc, tous les candidats qui ont une potentialité de victoire font partie du système. Donc, bien sûr, il y a des gens qui vont être présents aux élections qui ne font pas partie du système et qui, sincèrement, veulent le combattre. Mais ces gens-là n'ont aucune chance de gagner. Parce que on s'est assuré avant ça qu'il n'ait aucune chance. Donc, soit il n'est pas connu parce qu'on l'a invisibilisé, soit on n'arrête pas de l'attaquer et de disqualifier pour que, surtout, il n'y ait pas une majorité de Français qui veuillent voter pour lui. Donc, oui, je ne crois pas à un changement, une possibilité de changement en l'état. De toute façon, quand bien même, on peut aller sur ce sujet dès maintenant, mais quand bien même un parti politique, je dirais authentiquement au service du pays et du peuple français, arriverait au pouvoir, le changement ne serait pas possible, parce que vous avez de toute façon un dernier verrou, qui est en fait le verrou fondamental, et qui s'appelle la haute fonction publique. Je veux dire, si quoi qu'on vote, droite ou gauche, ni droite ni gauche, ou droite et gauche, parce que Macron, on ne savait pas trop, mais bon, c'était la soupe qui l'a servi, c'est toujours la même chose, il n'y a jamais de changement, c'est tout simplement parce que c'est la haute fonction publique qui a pris le pouvoir. Et Macron est l'incarnation d'ailleurs de ça. Et la haute fonction publique, ça fait longtemps qu'elle a abandonné les intérêts du pays, qu'elle suit docilement les injonctions de l'Union européenne parce que ça lui permet déjà, de ne pas avoir à prendre de décisions, ce qui est très confortable, et puis deux, l'Union européenne, ça fait un échelon supplémentaire avec plein de postes potentiellement à occuper. Donc la haute fonction publique, elle adore l'Union européenne. Mais les intérêts du pays, avoir une vision stratégique, le supplément d'âme, l'intérêt supérieur de la patrie, tout ça, c'est des choses qui sont complètement... qui ont quitté ces gens-là, qui sont complètement vides, qui sont des gens qu'on a peut-être sélectionnés sur les qualités intellectuelles. Mais les qualités intellectuelles, ça ne suffit pas à faire une élite. Hein. Une élite, elle doit aussi avoir des qualités de cœur, elle doit avoir un monde intérieur riche, elle doit avoir une pensée, si vous voulez... décalée, créatrice, originale sur le monde, avoir une curiosité particulière. Quelle est la culture de ces gens-là? Pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire, quel a été votre souvenir le plus émouvant peut-être dans votre combat pour défendre les Gilets jaunes? Je dirais que vraiment ce qui m'a le plus touché, c'est le moment où au mois de novembre-décembre, j'étais sur le rond-point de la Motte à Rouen, qui n'était pas très loin de chez moi. Et je discutais donc avec les Gilets jaunes, etc. Et bon, quand même, la plupart, c'est des gens qui vivaient des situations extrêmement compliquées, extrêmement précaires.
Je me souviens notamment d'une personne, j'avais honte d'être à la place où j'étais, qui m'expliquait en gros que elle vivait avec 800 € par mois, son mari il a un cancer et ils ont un enfant qui est handicapé. Et bon, ce qui me tue, c'est quand elle me dit « mais bon, on n'est pas les plus à plaindre ». Et ça, vraiment, j'avais envie de me jeter sous les roues d'une voiture tellement j'avais honte du confort dans lequel moi je vis. Parce que, alors je sais très bien que c'est un mécanisme de défense psychologique et que cette personne est obligée de se dire ça pour tenir, vous voyez. Mais quand vous voyez ça, et qu'après, vous rentrez du rond-point et vous regardez la télé et que vous voyez les manœuvres, les manipulations, les stratégies de com du gouvernement qui à ce moment-là était à dire « Ah ben nous, on aimerait bien discuter avec les Gilets jaunes, mais bon, ils n'ont pas de représentants, alors on ne peut pas discuter. Hein. » Comme s'ils avaient envie de discuter, quoi. Enfin, on voyait la morgue, le cynisme de ces gens-là qui, en fait, traitaient les Gilets jaunes comme un caillou dans la chaussure, quoi. C'est un problème pour eux. Vous voyez, il n'y a pas un moment où ils se disent « Ah, on a des gens qui sont dans la merde, là. » Vraiment, qui n'en peuvent plus, qui sont des gens qui travaillent pour la plupart, mais ils ne s'en sortent plus. Ils ne voyaient pas ça comme quelque chose qu'il fallait écouter, entendre, comprendre, et auquel il fallait répondre par des vraies solutions en profondeur. Non. C'est comment on va faire pour trouver la com, pour essayer d'étouffer le mouvement, de le réduire à néant, et que ces gens-là, ils rentrent chez eux. Donc, ils sont allés défoncer les ronds-points, en envoyant systématiquement les policiers casser les cabanes, etc. Et puis après, le mouvement s'est transformé effectivement en manifestation le samedi. Et puis là, on a envoyé les bacs, et puis allez, tir aux pigeons, vous avez carte blanche, les gars. Et puis on arrive avec 25 yeux qui sont crevés, 5 ou 6 mains arrachées, et une répression policière et judiciaire inouïe, où on a des milliers et des milliers de condamnations sur des sujets qui très souvent étaient totalement vides de contenu. Mais bon, dans l'ambiance générale et la folie générale, ça condamne à l'appel. Vous qui êtes avocat, quelle affaire vous a semblé la plus choquante, justement? Quelle condamnation vous a paru la plus inepte? Ou injuste, tout simplement? Je sais pas. Bon, c'est toujours compliqué de commenter les décisions de justice quand on n'a pas connu les dossiers. Moi, je pratique pas le droit pénal, donc j'ai pas défendu de gilets jaunes. Moi, j'ai orienté plein de gilets jaunes vers des confrères qui faisaient du droit pénal, etc. J'ai répondu aux premières questions que les gens pouvaient se poser parce qu'il y avait une garde à vue ou lorsqu'il y avait des arrêtés administratifs pour les ronds-points. Bon, voilà, j'ai essayé d'orienter les gens, leur répondre, mais je fais ni du droit administratif ni du droit pénal. Moi, je fais beaucoup de droit du travail. C'est ça. Mais non, je dirais par exemple, vous voyez, ce qui m'a choqué, c'est au moment, je crois, de la cagnotte pour Christophe Détinger, où on a fermé la cagnotte. Pourquoi on ferme la cagnotte? Enfin, je veux dire, chacun a le droit de contribuer comme il veut. Et honnêtement, si Christophe Détinger, il était normal qu'il soit condamné pénalement, c'était logique. N'empêche que son acte, il était quand même héroïque. Je veux dire, il a quand même sauvé une femme qui était en train de se faire violenté par je sais plus si c'était des policiers ou des gendarmes. Je crois que c'était des gendarmes. Mais pour le coup, comment dire, je tiens quand même à dire que le boxeur qui voilà, avait des vidéos beaucoup tournées, qui avait effectivement envoyé quelques coups bien sentis à des gendarmes. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout pour la violence. Et pendant tous les Gilets jaunes, je n'ai cessé d'essayer d'apaiser les tensions des deux côtés. Je n'ai fait que ça, de dire qu'il ne fallait pas s'affronter. Mais dans la situation dans laquelle il était, où il voit une femme se faire matraquer par un gendarme, bon, ce type-là a eu quand même un courage de s'interposer. Et en fait, les coups de poing qu'il a lancés étaient quand même plus là pour repousser simplement les gendarmes et donc protéger cette femme que pour faire mal au policier. Je ne pense pas que le policier, il n'a pas été gravement blessé, etc. J'aurais eu évidemment un avis tout à fait différent si ce gendarme avait été gravement blessé, si on s'était acharné sur lui, etc., s'il avait été lynché. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà pourquoi, pour moi, ça, c'était un acte héroïque. Mais il était normal qu'il soit condamné pénalement. Oui, c'est normal. La justice doit faire son travail. Et en démocratie, la loi, c'est qu'il n'y a pas de violence. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas de violence autorisée des citoyens, les abus dans l'usage de la force sont pas non plus autorisés pour les policiers. Ils doivent faire un usage proportionné de la force. Et l'un des gros problèmes qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes, mais qui va se poursuivre maintenant, parce que maintenant qu'on leur a donné carte blanche,
c'est ce qui se reproduira quasiment systématiquement, on n'a pas condamné les policiers qui faisaient un usage disproportionné de la force. Moi, je défends les institutions de la police et de la gendarmerie, pas de difficulté. En revanche, condamner des actes violents ou des actes racistes, c'est normal. Les policiers et gendarmes, ils le savent, c'est force à la loi. Moi, je suis du côté de la loi. Et donc, personne n'est au-dessus de la loi, ni les citoyens, ni les représentants des forces de l'ordre. Ça me paraît être simple, et que des ministres de l'Intérieur, notamment comme Castaner à l'époque, ou comme aujourd'hui Darmanin, soient pas capables juste d'avancer ce qui est un truisme, une évidence. Force à la loi, c'est tout. Et personne n'est au-dessus de la loi. Qu'ils en soient incapables, c'est extrêmement problématique parce que ça dit l'influence extrêmement néfaste qu'ont un certain nombre de syndicats policiers qui sont... Alors, j'aime pas les étiquettes, mais manifestement, qui sont d'extrême droite. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est pas de dire qu'ils soient d'extrême droite. Ce qui me pose problème, c'est leur vision de la société et les demandes et les pressions qu'ils exercent sur le ministère en demandant d'être plus armés, d'avoir qu'on modifie le droit à la légitime défense, en gros, pour avoir le droit d'utiliser la violence un peu comme bon leur semble. Non, ça c'est inacceptable. La loi, c'est le rempart aux abus. Et donc, ils doivent être condamnés. Et c'est pas un sujet à prendre à la légère parce que l'IGPN ne fait pas son travail. Je veux dire, cette institution-là n'est pas indépendante. Et donc, évidemment, elle n'est pas en mesure de mener des enquêtes avec impartialité, avec neutralité. Il est évident, la solution, elle est simple. Vous mettez un magistrat à la tête de cette institution, un magistrat du siège, c'est-à-dire par exemple un juge d'instruction. Faites travailler des magistrats au sein de cette institution qui sera en charge d'enquêter sur les policiers, et vous allez voir que vous allez avoir des enquêtes qui seront beaucoup plus impartiales, beaucoup plus équitables, et alors on pourra mener ces procédures à terme, condamner les policiers qui ont fauté, ce qui permettra, si vous voulez, de remettre le devoir d'exemplarité, de faire à nouveau respecter la déontologie auquel sont astreints les policiers, et les bons éléments, vous voyez, ceux qui ne sont pas les brebis galeuses, peut-être en plus vont avoir le moyen du coup de reprendre de l'influence au sein de l'institution policière. Parce que je crois malheureusement aujourd'hui qu'on met en avant justement les brebis galeuses et les excités de la matraque, et je pense qu'il y a des policiers et des gendarmes qui souffrent de ça. Et d'ailleurs c'est ceux, les justes, qui dénoncent les abus de certains de leurs collègues racistes ou violents, c'est eux qui se font sanctionner par la hiérarchie. Bon, ça montre que l'institution est malade. Encore une fois, je défends l'institution, pas les actes individuels qui sont abusifs. Quel a été le déclencheur de votre engagement ? À quel moment vous vous êtes dit il faut que j'aille sur les ronds-points rejoindre ces gens ? Il n'y a pas eu un déclencheur particulier. Moi, j'avais prévu que Macron élu, je disais Macron élu, 6 mois plus tard, la France est dans la rue. Voilà, mon pronostic c'était ça. J'avais compris qui était cet homme, quelle était son idéologie. Je savais que les gens allaient pas être contents, et de toute façon, les élections montraient déjà qu'il y avait un mécontentement très fort. C'est-à-dire au premier tour des élections présidentielles, à 48%, c'est un vote contestataire qui s'exprime. C'est-à-dire quasiment la moitié du pays dit « Nous, on veut une rupture radicale ». Si vous additionnez les votes Marine Le Pen, Mélenchon, Dupont-Aignan, Poutou, etc., enfin, vous voyez, à l'arc droite et gauche, des gens qui prenaient une rupture vraiment radicale, on est quasiment à 50%. Donc on a un mécontentement qui déjà était très fort. Bon, ça a pris 1 an et demi pour que le couvercle explose et qu'un certain nombre de gens sortent dans la rue pour protester. Moi, au tout début, je suis dans une logique où en fait, il y a une réforme de la justice au même moment qui doit passer et contre laquelle la profession d'avocat est vent debout, à juste titre. Et mon idée, comme j'ai quasiment 10 ans d'expérience en tant qu'avocat et que des réformes, on a déjà essayé d'en combattre, c'est qu'à chaque fois on perd, de toute façon. Parce qu'on a un pouvoir de nuisance et dans le rapport, je veux dire, qui est extrêmement faible, et donc on ne gagne jamais. Donc c'est toujours la même chose, vous voyez, quand on veut réformer la profession d'avocat, c'est toujours, en gros, le pouvoir nous dit « on va vous couper le bras ». Alors du coup, on se lève en chœur, on dit « non, vous ne ferez rien du tout. Bon, d'accord, on vous coupe que la main, ça vous va ? Ah oui, d'accord, la main, c'est d'accord. » Bon. Mais vous voyez, comme ça revient tous les 2 ans, c'est la main, le genou, le pied, enfin bon, c'est à chaque fois, on se coupe un membre de plus. Donc mon idée était la suivante. Déjà, aller discuter avec les Gilets jaunes. Puis après avoir discuté, j'ai eu la confirmation de ce que je pensais, des braves gens qui pour la plupart travaillent, qui ont toujours respecté les règles du jeu et qui ne s'en sortent plus. Et donc je voulais convaincre
alors pas la profession, mais mon barreau déjà, de symboliquement revêtir le gilet jaune au-dessus de la robe, au moins pour faire une photo, et symboliser une espèce d'alliance entre voilà, une partie de la profession qui a un statut de profession libérale, qui fait partie de la classe moyenne supérieure, donc diplômé, etc. Et donc faire une alliance avec des gens qui, bien sûr, pour beaucoup, n'ont pas fait d'études supérieures. Ça me paraissait intéressant, et je pense que c'est ça qui peut faire peur au pouvoir et qui peut les décider à bouger. Donc voilà, j'allais au départ dans cet état d'esprit. Bon, j'ai dû rater ma plaidoirie parce que je n'ai pas du tout convaincu mes confrères. Je crois que, je ne sais plus, on devait être 60 ou 70 à cette assemblée générale. Je vais avoir 3 ou 4 personnes qui étaient d'accord avec moi et qui étaient des gens déjà convaincus avant de toute façon. Donc vraiment, j'ai lamentablement échoué. Mais du coup, dans le moment, fallait que je sois sur le rond-point. Voilà. Il fallait que j'y sois, que j'essaye que je participe à ça en fait. Je voulais aider comme je pouvais, et il se trouve que assez rapidement, certains gilets jaunes qui étaient les animateurs du rond-point, les organisateurs sur le rond-point m'ont fait confiance et m'ont demandé si j'acceptais d'être le porte-parole à Rouen. Tout à l'heure, vous êtes de Normandie. Oui, je pensais que c'était régional. Non, c'était que à Rouen. C'était 3 ronds-points à Rouen. D'accord. Le rond-point des Zéniths, de la Motte et le rond-point des Vaches. Et voilà, ces 3 ronds-points-là m'ont demandé d'être leur porte-parole et pour présenter les revendications dans les médias. Bon, il se trouve que à partir de fin décembre, début janvier, je suis passé sur quelques médias nationaux, qu'il y a eu un passage notamment qui a été très relayé, et donc après j'étais invité dans les médias au niveau national, et que du coup il y a des gilets jaunes de toute la France qui se sont reconnus dans mon discours et donc qui m'ont aussi apporté leur soutien. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de porter ce que je pouvais porter dans l'espace public pour défendre le mouvement, défendre les revendications, contrer la propagande du gouvernement qui s'orchestrait. Voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour faire passer du fond, faire passer des analyses, faire avancer le débat public. Notamment, au début, parmi les questions que je voulais faire avancer, c'était qu'on arrête de parler des entreprises. On ne peut plus qu'on parle des entreprises. Il n'y a pas les entreprises. Il y a des très grandes entreprises, le CAC 40, etc., avec des actionnaires et des dividendes par milliards qui sont versés chaque année. Et puis, il y a les PME, il y a les petites et moyennes entreprises. Oui. Sachant qu'en France, il y a très peu d'entreprises de taille intermédiaire. Exactement. C'est d'ailleurs exactement. On est soit sur les très grandes, soit sur les PME. Et les PME, elles galèrent. Et c'est des gens qui travaillent beaucoup, des patrons qui savent ce que c'est que le risque, en fait. Vous voyez, je parlais de la haute fonction publique. L'un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le risque, il pèse sur les PME. Des types qui bossent 45, 50 heures, 60 heures par semaine. Et eux, s'ils se foirent, c'est la procédure collective derrière. Et potentiellement la saisie de leur maison, etc., etc. La haute fonction publique, eux, il n'y a pas de risque. Quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils seront payés, ils sont inamovibles, ils sont indéboulonnables. Alors que le statut de fonctionnaire pourrait permettre d'être un peu plus dur et de pouvoir virer dans ça. J'avais lu attentivement. En fait, il y a une marge de manœuvre importante. C'est juste qu'elle n'est pas utilisée aujourd'hui par les pouvoirs publics. Non, mais parce qu'en fait, j'ai lu là un manuscrit qui paraîtra je ne sais pas quand, mais qui est édifiant. Quelqu'un qui a côtoyé des hauts fonctionnaires. Mais on ne se rend pas compte de la médiocrité de ces gens-là. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a sélectionné ces gens sur un diplôme, sur un concours, qui, à partir du moment où ils ont obtenu ce diplôme, on leur a dit « vous êtes l'élite de l'élite ». À partir de là, ils n'ont plus besoin de se remettre en question. Ce sont les meilleurs. Et ils en sont persuadés. Et ils se convainquent que, de toute façon, les lois normales ne s'appliquent pas à eux, puisqu'ils sont l'Olympe, si vous voulez. Donc, c'est la nouvelle caste. Et ils ne pensent qu'à leur carrière, qu'à leurs privilèges. Il n'y a aucune vision de la France, il n'y a aucune stratégie. C'est-à-dire, si on est dans un tel état, malgré les politiques nulles qu'on a depuis 30 ans, si on avait une haute fonction publique qui était au niveau, notre pays ne serait pas en déclin économique comme il l'est. On aurait quand même un pays qui serait puissant. Ça n'est pas le cas, on est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que cette haute fonction publique, on l'a mal recrutée, mal formée.
On a pris des médiocres, des gens médiocres. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les qualités intellectuelles qui comptent, il y a les qualités humaines. L'élite, elle doit être effectivement au-dessus des autres, mais pas seulement intellectuellement. Elle doit l'être philosophiquement. Elle doit avoir une vision de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est l'empathie. Et je dirais qu'il doit pas sombrer dans la vanité. Notre haute fonction publique, elle a sombré dans la vanité, l'orgueil, ce qui crée une incapacité à se remettre en question. Ce sont les meilleurs, ils en sont persuadés. Et ça, c'est ce qui nous emmène véritablement dans le mur. Alors, on a déjà parlé de nombreuses thématiques que vous évoquez dans votre livre. Alors, un peu plus précisément, donc, de reprendre le pouvoir est bien résumé, je trouve, par son sous-titre « Manuel d'émancipation politique ». Vous vous êtes fixé un objectif que les gens qui vous lisent puissent sortir de la prison des esprits. Cette prison, elle est faite, entre autres, de la soumission à certains dogmes, la doxa, que vous appelez néolibérale. Et j'aimerais en profiter, donc vous listez plusieurs de ces points de la doxa libérale. J'aimerais vous les proposer, vous les rappeler, et puis que vous réagissiez et que vous essayiez assez rapidement de les démonter, justement. Alors, le premier point que vous évoquez, générer de la croissance et du pouvoir d'achat. Oui, en fait, le dogme, c'est seule la croissance peut générer du pouvoir d'achat. Et ça, en fait, ça introduit alors, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire que ça induit, en fait, ça part d'un postulat, c'est qu'on ne peut pas répartir le gâteau différemment. Alors, la seule solution, ce serait augmenter le gâteau. Sauf que le problème, en fait, c'est que si vous regardez la croissance sur les dernières décennies, vous voyez que, en gros, chaque décennie, on a perdu un point de croissance et qu'aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans qu'on a péniblement un point de croissance. Donc la croissance, elle est très faible. Et ça risque pas de s'améliorer dans les années à venir. Ça veut dire qu'il faut arrêter de compter sur une croissance à 3, 4 ou 5%. C'est pas possible. Donc il faut essayer aussi de s'intéresser à la question de la répartition du gâteau. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux problèmes. La répartition, la taille du gâteau, effectivement, parce qu'on est en déclin économique, donc il ne faut pas que le gâteau soit trop faible, sinon il n'y a plus rien à partager. Mais il y a aussi la question de la répartition. Et les deux sont intrinsèquement liés. Si vous voulez augmenter le gâteau, il faut que les règles soient vécues comme justes. Vous ne vous entraînerez pas un pays et des gens si les gens vivent la situation comme injuste. Ils ne peuvent pas produire des efforts si, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils sont payés pareil. C'est pas possible. Aujourd'hui, le SMIC, il est à 1 200 € net par mois, 1 500 brut. On vit comment avec 1 200 € net par mois en France, aujourd'hui, pour se loger, payer ses factures avec l'électricité, etc., qui augmente sans arrêt, les prix de l'immobilier qui atteignent des montants absolument délirants. Et vous ne pouvez pas vivre avec 1 200 € par mois. Donc, évidemment qu'il faut remettre de la justice. Et il y a l'alinéa 2 de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est il ne peut y avoir de distinction que fondée sur l'utilité commune. Il faut en revenir à ça, l'utilité commune. J'en profite du coup pour dire ce qui est à mon avis le mal de notre société actuelle, c'est l'idéologie dominante qu'on appelle le néolibéralisme, mais qui est adossée avec ce qu'on appelle le postmodernisme. Et dans les deux cas, c'est quoi ? C'est un hyper-individualisme. On oublie totalement le collectif. Que ce soit la famille, la nation, je veux dire, voilà, des cadres qui permettent de transcender son individualité et de s'inscrire dans un collectif. On a perdu de vue tout ça. On a perdu de vue. Nos élites, les gens qui sont dans la masse, dont on fait partie. Jean-Claude Michéa appelle les monades. Enfin, le terme est très juste pour cet homme postmoderne. Et effectivement. Oui, et du coup, on n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on est complètement déraciné, dévitalisé. On ne s'inscrit plus dans l'espace, c'est-à-dire qu'on ne pense plus aux autres. On ne s'inscrit plus dans l'histoire parce qu'on ne pense plus ni au passé ni à l'avenir. Donc, on n'a plus rien à dire. L'Occident aujourd'hui est tombé dans le nihilisme parce qu'on n'a plus rien à dire au monde. Si on s'inscrit ni dans l'espace ni dans le temps, on est réduit à rien du tout, à se regarder le nombril et à essayer de se raconter une histoire sur combien ma personne est fabuleuse. Donc on n'est que dans le narcissisme et ça c'est vraiment le mal de l'époque qui du coup décliné sur toutes les thématiques explique toutes les problématiques auxquelles on fait face. Et donc, sur la question économique, il faut essayer de penser les choses dans un cadre effectivement collectif. Comment l'économie peut fonctionner mieux ?
On nous dit par exemple, dans le discours dominant, ah mais le problème c'est l'État. D'ailleurs c'était Reagan qui avait dit l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. C'est évidemment radicalement en opposition avec ça, parce que est-ce qu'on peut mettre de la nuance ? Est-ce qu'on peut essayer de ne pas être manichéen ? Alors j'en profite, là vous répondez justement au deuxième point de D'accord. ça, qui est l'obsession de la concurrence, le fait de toujours privilégier la concurrence et le secteur privé, et justement une vision très méprisante et critique de l'État. Oui, l'État c'est mal et le marché c'est génial. Voilà, dans le discours dominant, c'est ça qu'on entend sans arrêt. Moi, je ne suis pas manichéen. Je pense, si vous voulez, que les privatisations, notamment, puisqu'on l'argument est utilisé notamment pour justifier les privatisations. On nous dit, ah là là, c'est fort, le privé c'est mieux, il y a la concurrence, c'est performant, alors que le public c'est le gaspillage, etc. Très bien. On a privatisé les autoroutes, on a vu, les prix ont baissé, pas de problème, on a vraiment gagné. L'électricité... C'est l'un des rares secteurs où vous payez un abonnement sans qu'il ne donne lieu à aucune réduction. Oui, bien sûr, mais évidemment, parce qu'ils sont en situation de monopole complet. Mais exactement. En fait, moi, je ne suis pas dogmatique. Je suis pour assumer qu'on est en économie mixte. Ça veut dire qu'il y a des activités qui doivent relever du secteur privé. Ce sont les activités où la concurrence, effectivement, peut s'exercer de manière loyale et saine. OK. Donc, que les petits commerces, les entreprises, enfin bref, tout ce qu'on connaît quoi, du secteur privé, pas de problème. Mais en revanche, il y a des activités qui soit constituent des monopoles naturels, la gestion de l'eau, de l'électricité, des routes, des autoroutes, du rail, tout ça, c'est des monopoles naturels. Qu'on le veuille ou non, il n'y aura pas de concurrence. À une heure donnée, il y a un train. Il n'y en a qu'un seul. Donc, si vous voulez déléguer à un opérateur privé la gestion de cette activité, il opérera sans concurrence. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vouloir prendre du profit. Donc, il va augmenter les prix. Et puis, il va vouloir baisser ses coûts de fonctionnement pour augmenter au maximum son profit. Donc, il va baisser la qualité des services. Le rail au Royaume-Uni, il est en train d'être nationalisé parce qu'on a vu que ça marche pas du tout. Donc, quand vous avez des situations de monopole naturel, il faut que ça relève de la gestion publique. De la même manière, quand vous avez des secteurs qui sont stratégiques pour un pays, je pense que soit ils doivent être publics, soit en tout cas, l'État doit avoir une place prépondérante dans les orientations stratégiques qui sont prises parce que c'est l'intérêt national, tout simplement. Donc, j'ai pas du tout une vision dogmatique déjà sur l'approche entre État et secteur privé. Et je pense que c'est une grave erreur de considérer que tout État, c'est génial ou tout privé, c'est génial. Non, il faut trouver des équilibres qui soient justes sur des critères qui soient pertinents. Alors, même si, enfin, je sais que c'est pas ce dont vous parlez, mais pour être clair, il y a un gros danger aussi qui sont les organismes paritaires, tout ce qui est public-privé qui généralement cumule les défauts du public et ceux du privé. Mais non, mais de toute façon, dans les logiques actuelles, on a tous les défauts de la concurrence et on n'a aucun effet positif. C'est-à-dire que les défauts, on a des gens qui recherchent le profit ou des grosses organisations avec une bureaucratie qui n'avance pas, qui est complètement en totale inertie et donc qui ne prend aucune décision. Et puis, on n'a pas les effets positifs qui sont liés à une vraie concurrence. En fait, on crée la concurrence sans la concurrence. Donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, l'État, par ailleurs, c'est ce qu'on disait, on l'abordait tout à l'heure, mais c'est les impôts et les prestations sociales, et c'est ce qui permet de redistribuer les richesses de manière plus équitable. Quand vous prenez... On oublie toujours la part assurantielle dans les dépenses de l'État. C'est-à-dire que cette part-là est purement redistributive. Oui, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, l'entourloupe du discours dominant, c'est de nous dire, c'est nous faire croire, de nous suggérer que l'État, il met l'argent dans des coffres-forts et qu'on ne le revoit plus. Ou même, il le brûle peut-être. Il brûle l'argent. Non, l'État, quand il collecte de l'argent, absolument tout est réinjecté dans l'économie via les marchés publics, via les prestations sociales, c'est la retraite, on paye la retraite, on rembourse les soins médicaux, etc. C'est la rémunération des médecins, des pharmaciens, etc. Les marchés publics, c'est le chiffre d'affaires des entreprises. Tout l'argent qui est collecté par l'État, il est réinjecté dans l'économie. Alors après, peut-être que les arbitrages qui sont faits peuvent être discutés. D'ailleurs, oui, moi je suis pour discuter le fait qu'on réinjecte notamment via le CICE, alors que qui a été transformé en agent de cotisation sociale. J'étais plutôt favorable à ce qu'on le réserve aux petites et moyennes entreprises, mais en revanche, le CAC 40, non, je ne suis pas pour qu'on allège leur cotisation sociale. Ils distribuent entre 40, 50 et 60 milliards de dividendes par an. Je crois que c'est pas utile de leur donner plus d'argent que ça. Je pense que ces gens-là sont assez riches. En revanche, les PME, oui, ça, elles en ont besoin. Donc l'argent est mal réorienté aujourd'hui, mais il est mal réorienté dans le sens où une grosse partie aujourd'hui profite
aux plus riches, justement, à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc ça, c'est la vraie difficulté, en fait. Et ce système-là de redistribution, il permet aussi d'amortir les chocs. Je veux dire, en 2008, beaucoup de gens s'accordaient à dire que la France avait mieux résisté à la crise, compte tenu justement de ces amortisseurs sociaux qui permettaient de mieux amortir les chocs. Oui. En fait, vous l'expliquez dans un schéma. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, il y a des cycles. Il y a des périodes d'expansion et des périodes de contraction. En expansion, j'ai un marché qui fonctionne bien, qui crée des emplois, qui se développe. Là, l'État, effectivement, n'a pas vocation à intervenir fortement. Au contraire, il vaut mieux qu'il se désengage un peu. Il n'a pas besoin de soutenir l'activité économique. Mais en revanche, quand on a des périodes de contraction, donc de réduction d'activité, destruction d'emplois, alors il faut que l'État vienne soutenir le marché et l'économie pour dynamiser et amortir le choc. Et le but, en gros, vous avez une courbe sinusoïdale, naturellement, qui est générée par les cycles économiques. Le but, c'est que par l'intervention de l'État, vous aplatissez la courbe. Donc vous réduisez les chocs. Et c'est de cette manière-là que vous construisez des équilibres qui permettent d'avoir un système économique pérenne. Bon, c'est tout le contraire auquel on assiste depuis 40 ans, avec une réduction du périmètre de l'État, une montée en puissance, en particulier de la finance internationale, qui fait pression justement sur les États pour qu'ils mènent certaines politiques, et la pression est accentuée par les taux d'intérêt qui vont être appliqués à tel ou tel État et donc à sa capacité à se financer. Tout ça va dans le sens d'une dérégulation en fait de l'économie, et une économie dérégulée, c'est une économie qui créera des inégalités de plus en plus fortes, et des inégalités de plus en plus fortes, ce sont nécessairement des sociétés qui deviennent de plus en plus violentes, des sociétés qui viennent de plus en plus insécurisées. Voilà. Alors, troisième dogme, on l'a en partie abordé, donc sur la réduction des dépenses publiques, qui est un peu une obsession effectivement aujourd'hui, et l'idée que la France est en faillite et donc qu'il faut lutter absolument contre la dette. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire la dette, en fait, c'est le point de départ de beaucoup de politiques. Je pense notamment à François Fillon, où le point de départ de tout leur raisonnement, c'est la dette. Je ne savais pas qu'on votait pour des comptables. Il me semblait qu'on votait pour des dirigeants politiques. Le plus obsédé de ce point de vue-là, c'est Éric Woerth. Oui, lui, il a la tête du comptable, donc au moins, on se trompe pas. Il n'y a pas une phrase d'Éric Woerth où le mot dette n'est pas cité. Ah, mais bon, il faut que ces gens-là ils lisent des livres en économie, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir, en fait. La dette. La dette, si vous voulez, l'argument, c'est de dire « la France a vécu au-dessus de ses moyens, on est en faillite, blablabla, regardez les autres pays. » Bah oui, regardons les autres pays. Alors, j'ai les chiffres en tête d'avant-crise, Covid, mais c'est pas grave, parce que globalement, le montant des endettements publics par la crise, il a augmenté à peu près dans les mêmes proportions dans les différents pays. Mais si vous comparez le niveau d'endettement public donc de la France avec les autres pays, je parle des États-Unis, de la Chine, du Japon, de pays européens, Allemagne, Espagne, Italie, etc., on a des niveaux d'endettement qui sont similaires, voire même supérieurs. Les États-Unis ont une dette supérieure à la France. La France était à peu près 100% du PIB avant la crise Covid. Les États-Unis, je crois qu'ils étaient à 106%. Le Japon, alors ils sont carrément à plus de 200%, je crois. Pas loin de 300 même, je crois. Non, ça c'est la Chine. C'est la Chine dont l'endettement, parce que la Chine, évidemment, avoir les vrais chiffres, c'est compliqué. Mais la Chine, il y a certains économistes qui auraient évalué leur endettement à 300%. Alors, il n'y a que l'Allemagne, effectivement, je crois, qui était à 60% d'endettement. Mais enfin bon, c'est quand même 60% d'endettement. Je vérifie, le Japon, 259%. Ah, 259. J'avais 220, moi. Aujourd'hui, oui, mais c'était avant crise. Mais c'était avant crise, voilà. Donc, c'est la crise dans votre livre, c'était 220, et c'est logique, puisque c'était avant la crise. 2020, il a le tout dernier chiffre, et après 260. Voilà. Donc, alors, la différence. Donc, disons les choses. Si on compare aux autres pays, si on compare aux autres pays, notre niveau d'endettement, il est en fait équivalent, similaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la France, là-dessus, qui a mal géré son endettement public. C'est un phénomène mondial. Qui vient de quoi ? Qui vient du fait que les États-Unis... Pardon. Je vous en prie. Les États-Unis ont décidé unilatéralement en 1971 de sortir des accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods, ils avaient été adoptés au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour créer un système monétaire mondial. Et vous aviez le Fonds monétaire international qui était chargé, justement, qui était l'institution chargée de faire fonctionner ce système monétaire international. Vous aviez des monnaies, du coup, qui étaient encadrées,
qui était donc basé sur le dollar. C'est d'ailleurs l'erreur qui a été faite dans ce système. On aurait dû prendre une unité de mesure qui ne dépendait pas d'un pays. Keynes, d'ailleurs, avait critiqué ce système-là pour cette raison-là. Et le dollar était fixé sur l'or. Bon, les États-Unis ont décidé de sortir unilatéralement parce que, en gros, leur économie fonctionnait moins bien, que les pays commençaient à dire non, nous, plutôt que le dollar, on voudrait l'or. Et les États-Unis ne voulaient pas se départir de l'or qu'ils avaient. Donc, ils sont sortis du système en faisant un calcul qui consistait à dire de toute façon, on est la première puissance économique mondiale. Donc, les monnaies vont devenir des marchandises, c'est-à-dire qui vont être soumises à la spéculation financière et qui vont varier suivant la loi de l'offre et la demande. Et comme nous sommes la première puissance économique et militaire du monde, nous en sortirons avec des avantages. Et nous allons y gagner. Et effectivement, pour eux, c'était un bon calcul. Pour les autres pays, ça a posé du coup de grosses difficultés. Et la déstabilisation du système monétaire a fait qu'à partir de ce moment-là, on a des endettements publics qui commencent à se créer. Donc on a créé un système complètement fou. Je veux dire. Donc la solution à l'endettement public, la vraie solution pour demain assainir les comptes publics, elle ne pourra pas venir d'un État seul. Elle ne peut venir que d'un accord mondial qui remettrait à plat le niveau des endettements publics et qui recréerait un système régulé de la monnaie au niveau mondial. Voilà, ça c'est la base. Au niveau macro, évidemment, ça dépend pas que de la France. Donc, bon, on peut essayer de proposer, de dire, écoutez, il faut qu'on arrête avec ce système qui est complètement fou, qui a donné un énorme pouvoir qui est considérable à la finance internationale. Il faut qu'on arrête avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Parce que je veux dire, la réalité, ça s'applique à nous, et donc on est dans ce système où les monnaies sont dérégulées. Il faut essayer de tirer son avantage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire l'inverse de tout ce qu'on a fait, nous, depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on a laissé notre dette publique être détenue par des étrangers, par des résidents étrangers. Là où le Japon... À 51%, je crois. C'est ce que oui, à 51%, mais il faut voir qu'on était monté à beaucoup plus. On était monté en fait à plus de 70%. Et on trouvait ça génial. Il y a un rapport du Sénat qui disait c'est super parce que comme ça, les créanciers sont rassurés et donc on obtient des meilleurs taux d'intérêt. Sauf que c'est sûr, pour les créanciers, ils sont rassurés, parce que quand il y a 70% qui est détenu par des étrangers, c'est sûr, le pays, il est obligé de payer, parce que sinon, s'il ne rembourse plus les créanciers, il est en faillite. Donc, il ne pourra plus se financer, plus personne ne lui prêtera. Donc, c'est sûr, pour les créanciers, c'est super. Mais pour nous, ce n'est pas du tout bon, parce qu'on n'est plus indépendant. Donc, le Japon, ils ont 259% d'endettement, mais leur dette, elle est détenue à 95% par leurs résidents nationaux. Donc, c'est ce qui leur permet, si vous voulez, si demain, ils veulent annuler leur dette, la rayer d'un trait de plume, ils peuvent. C'est juste que tous ceux qui détiennent des titres de dette japonaises se font spolier. Mais en fait, ce sera une sorte d'impôt en fait, à 100% sur tous ceux qui détiennent des titres de dette japonaises. Bon, ça crée une nouvelle répartition des richesses au sein du pays, mais ça ne l'appauvrit pas. En revanche, nous, comme à 50% la dette est détenue par des résidents étrangers, il y a déjà pour 50% on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que si on ne rembourse pas ces gens-là, les marchés ne nous prêteront plus. Donc notre note serait dégradée, on ne pourra plus se financer. Donc moi, je pense qu'une politique sérieuse, raisonnable, ça consisterait déjà à essayer de faire en sorte que la dette soit bien plus détenue par les Français, par les résidents nationaux. Comme ça, on retrouve notre indépendance. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, si vous voulez, les gens qui se présentent comme sérieux, les Fillon, les Woerth, mais bon, en gros, vous pouvez prendre l'arc socialiste jusqu'à LR, voilà, en passant par Macron et le MoDem. C'est quand même ces gens-là. On se souvient d'ailleurs, Lionel Jospin était très attaché à la diminution de l'endettement public et a beaucoup privatisé. C'est sous son mandat également. Donc c'est vrai que ça a touché la gauche comme la droite, ce phénomène. Non, mais de toute façon, c'est vraiment l'idéologie dominante telle que vous le la gauche, décrivez. la droite, elles mènent la même politique depuis 40 ans. De toute façon, l'Union européenne empêche qu'on mène une autre politique économique. Donc c'est pour ça que gauche ou droite, ça ne change rien. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 1975, tous ces gens-là, tous, droite-gauche confondus, ils n'ont pas adopté un seul budget à l'équilibre. Pas un. On est en déficit tous les ans depuis 1975. Donc là encore, les types qui se présentent comme sérieux, vraiment les pros, les experts de la comptabilité et de l'économie,
ils n'ont pas adopté un budget à l'équilibre depuis 1975. Ça veut dire que tous les ans, on est en déficit. C'est-à-dire que tous les ans, on vient augmenter la dette. Et l'Union européenne nous impose une règle, vraiment la règle d'or. Il ne faut pas dépasser 3% de déficit. Brillant. Brillant. Donc en fait, tous les ans, on a le droit de faire du déficit. Donc tous les ans, on a le droit d'augmenter la dette. Mais vous êtes vraiment des champions, en fait. Hein. Et c'est une règle qui s'applique d'année en année. Donc en fait, on vous explique qu'à la tête d'un État, vous allez piloter l'économie avec une vision à 1 an. Vous en voyez beaucoup, vous, des grands groupes privés qui décident de stratégie à 1 an. Si vous dirigez un État, vous le pilotez à 5, 10, 15 ans. Au moins. Au moins. Donc, si, je dis ça pour le principe, pour qu'on comprenne la stupidité de cette règle d'austérité des 3% du PIB, c'est-à-dire, si une stratégie consiste à dire que pendant 3-4 ans, on va faire 4, 5, 6% de déficit, parce qu'on a besoin de faire un choc économique pour relancer l'activité, parce qu'on a quand même 6 millions de chômeurs. La priorité, ça devrait être ça. Mais si il faut donc relancer l'activité économique pendant 3-4 ans, quitte à dépasser les 3%, pour ensuite avoir recréé suffisamment d'activité, donc régénérer du chiffre d'affaires, entre guillemets, c'est-à-dire par l'impôt, collecter beaucoup plus d'argent, mécaniquement, parce que l'activité économique, pas parce qu'on aura augmenté le taux d'impôt, parce qu'on aura augmenté l'activité économique. Alors, et qu'ensuite on peut revenir à l'équilibre, ah oui, ça me paraît être une politique beaucoup plus sérieuse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une entreprise, quand vous êtes en déficit chronique, vous avez 2 possibilités. Soit vous augmentez votre chiffre d'affaires, soit vous réduisez vos charges. Bon. Dans un État, réduire les charges, c'est supprimer les gens. Donc, on ne va pas supprimer les gens. Donc, la seule manière, c'est est-ce que j'ai du chômage ou pas ? Est-ce que j'ai un manque à gagner ? Mon manque à gagner, c'est 6 millions de chômeurs. Donc, la priorité des priorités, c'est pas de réduire les dépenses publiques quand vous avez 6 millions de chômeurs. C'est de remettre au travail les 6 millions de chômeurs. Et ces 6 millions-là ne sont pas responsables pour l'écrasante majorité d'entre eux de leur chômage, puisque les chiffres officiels, en particulier de Pôle emploi, c'est qu'il y a 300 000 emplois qui sont disponibles, qui ne sont pas pourvus. Alors, OK, sur les 6 millions, il y en a 300 000 qui devraient travailler. OK. Et il nous en reste 5 700 000, là, ils ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y en a pas. Donc, si on veut, aborder les choses de manière sérieuse, encore une fois, sur le plan économique, on ne se fixe pas la question de la dette et de la baisse des dépenses et de je ne sais pas quoi. On pense à comment on fait pour faire fonctionner l'économie, comment on fait pour remettre les gens au travail, pour créer de l'activité économique. Quand on sera au plein emploi, et le plein emploi, il y a un chômage incompressible, hein, à 4 ou 5% de la population, d'accord. Mais quand on sera à cette échelle-là, alors on pourra se dire, si on est toujours en déficit, on a un problème, il faut qu'on réduise les dépenses. OK. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, et puis on réduit les dépenses où ? On ne peut plus le faire dans les hôpitaux, dans la justice, dans la police, dans l'éducation nationale. On l'a trop fait. Un petit peu la fonction publique territoriale, pas la fonction publique d'État exactement, qui a déjà été mise à l'os. Exactement, mais je parle des services publics, et c'est pour ça. Oui. Les services publics essentiels, on ne peut plus le faire. Mais sauf que c'est là que passe l'argent principalement. Hein. Le budget d'éducation nationale, c'est plus de 60 milliards par an. 72 milliards. Voilà, enfin... Bon, c'est quand même, c'est des dépenses qui sont incompressibles. Il faut des moyens, absolument, dans ces services-là. Mais c'est tout le problème, c'est qu'on... C'est d'ailleurs étonnant parce qu'il y a cette vision comptable, effectivement, chaque année, jusqu'au moment d'une crise, en 2008 ou là, avec la crise Covid, ou alors, mais tout est... Enfin, les vannes sont grandes ouvertes et on injecte de l'argent public et donc de la dette, mais sans regarder en fait, au détail. Quoi. Ce qu'il faut bien comprendre. Il y a un contraste très étonnant pour le français moyen. On se dit quand même, mais soit on nous a menti depuis 20 ans, et en fait, la dette n'est pas un sujet. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Bien sûr, bah oui, en fait, il y a de l'argent. Bien sûr qu'on peut. Mais il faut bien comprendre là-dessus. Ça, c'est une question vraiment très intéressante. En fait, le discours dominant, il attaque tout le temps l'État. En fait, il faut nuancer. Il attaque l'État dès lors que l'État sert les intérêts de la majorité, des classes populaires, des classes moyennes. Là, il l'attaque, c'est-à-dire tout ce qui est services publics, etc. Ça, il l'attaque. En revanche, dès lors que l'État est là pour sauvegarder les intérêts de la caste privilégiée, là, il n'y a pas de problème. Il faut faire tourner la planche à billets, il faut aider. Hein. On l'a vu, la crise des subprimes de 2008, on a sauvé les banques. Il fallait sauver les banques, on leur a demandé aucune contrepartie. On le voit là avec la crise Covid, mais en fait, ce mécanisme-là avait débuté avant, dès 2015,
par la politique monétaire de la Banque centrale européenne qui fait tourner la planche à billets. Quantitative easing. Et avec exactement le quantitative easing, on fait tourner la planche à billets à gogo. Et on nous dit, oh, ça crée pas d'inflation, donc c'est super. On reste sur le marché financier et c'est tout. Il se passe rien. Ah bah bien sûr qu'il se passe rien, mais attendez, quand vous créez des billets, vous créez de l'inflation. Alors ok, c'est pas de l'inflation sur les prix à la consommation, mais c'est de l'inflation sur les actifs. Et dans les actifs, il y a les actifs financiers, mais il y a aussi les actifs immobiliers. Et l'inflation immobilière et le coût du logement qui n'arrête pas d'exploser, évidemment que c'est l'un des effets de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc on est en train de sauver les plus riches en inondant les marchés financiers de planches à billets. Et l'effet extrêmement négatif, c'est qu'on fait exploser les coûts du logement. Et donc du coup, les jeunes aujourd'hui, en particulier, ils peuvent plus acheter. Ils peuvent plus investir dans l'immobilier parce que investir dans l'immobilier, acheter leur maison, hein, c'est ça que je veux dire, pour se loger. Et ils peuvent plus parce que les coûts sont beaucoup trop grands et que ça demande des endettements à 30 ou 35 ans désormais pour essayer de devenir propriétaire. Donc quand on nous dit que c'est sans effet, non. D'ailleurs que certains pays dits libéraux ou avec une image plus libérale que la France proposent, je pense à la Suisse, des prêts à taux zéro pour que justement chacun puisse accéder à la propriété et fait tout pour freiner la promotion immobilière et la rente immobilière. C'est intéressant de voir que on est le libéralisme est à multifacettes. Oui, non, mais c'est pour ça que si vous voulez, j'essaye d'éviter les grandes étiquettes, même néolibéralisme. Je suis pas particulièrement, j'y tiens pas particulièrement à ce mot-là parce que je pense qu'il peut entretenir des confusions déjà entre libéralisme et néolibéralisme. Puis après, on passe 10 ans à définir ce que c'est le libéralisme parce qu'il y a le libéralisme économique. Alors ok, ça je le combats au sens d'une dérégulation de l'économie. Non, je suis pour une régulation par les démocraties, l'État. Mais si on fait appel au libéralisme au sens philosophique, politique, là oui, je vais me reconnaître dans cette notion-là parce qu'on vise l'émancipation de l'individu par le savoir, la rationalité. Bon, c'est toute la philosophie des Lumières. Donc, les étiquettes, ces mots-là, ces mots concepts, il faut passer 30 minutes à chaque fois à définir pour savoir ce qu'on entend. Bon, donc, mettons-nous d'accord de manière plus simple. La société est traversée par des rapports de force, des conflits. Oui, il y a une lutte des classes. C'est absolument évident. Alors, le seul problème, c'est que la lutte des classes, c'est pas la vision archaïque qu'on en a où les prolétaires prennent les fourches pour aller empaler les bourgeois. C'est pas ça. La notion de lutte des classes, c'est juste l'idée qu'il y a des rapports de force et des conflits de classe sociale. Simplement, dans nos sociétés actuelles, comme la classe ouvrière a été pulvérisée et qu'on est dans une société hyper individualiste, la classe sociale de la masse, classe populaire, classe moyenne, elle n'a pas conscience d'elle-même. Donc, on ne la voit pas. Ce qui a été un semblant de classe sociale qui prenait conscience d'elle-même, c'est les gilets jaunes, en fait. Là, oui, on a une solidarité qui s'est créée. Mais sinon, il n'y a pas cette conscience. En revanche, tout là-haut, vous inquiétez pas, hein, la caste privilégiée tout là-haut, elle a parfaitement conscience de sa classe, elle a parfaitement conscience de ses intérêts. Et moi, je ne dis pas du tout qu'il y a des complots qui font des réunions, ils n'ont pas besoin. Ils ont des intérêts qui, naturellement, convergent. Donc, ils travaillent aux mêmes fins et avec les mêmes objectifs. J'en profite pour parler du dogme suivant, qui est les riches payent trop d'impôts et c'est cela qui les fait fuir le pays. Ça me permet de dire, parce qu'en fait, j'ai oublié tout à l'heure sur l'entourloupe, et donc ça me permet d'y revenir. Je disais, il y a une entourloupe parce qu'on nous dit l'État cache l'argent dans un coffre-fort ou l'État le brûle, c'est ce qu'on nous suggère. Mais c'est pas du tout là, en fait, qu'il y a un problème. Le problème, il est dans l'épargne et les placements financiers. Ça, c'est de l'argent qui dort et qui ne sert pas à l'économie réelle. Et donc, c'est peut-être le problème principal qu'on a avec le système d'imposition actuellement, c'est qu'on favorise l'épargne et le placement financier. Ça a notamment été le sens de la réforme par Emmanuel Macron de l'ISF, où il a transformé l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, et où c'est extraordinaire, bon, je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois, mais en gros, là où avant, quelqu'un qui avait des placements financiers, de l'épargne, était taxé avec l'impôt sur la fortune, et donc où il avait un intérêt, par exemple, à bénéficier de la niche fiscale de l'investissement PME, parce qu'il avait 50% de crédit d'impôt. Ah oui, c'est ça, voilà. À 50% d'un crédit d'impôt pour toutes les sommes qui étaient investies dans le capital des PME. C'était bien. Moi, s'il fallait porter ça à 100%, je suis OK, moi. Pas de problème. Tout ce qui s'investit dans l'économie, je suis OK. Mais là, c'est pas ce qu'on a fait. Là, Macron, il a dit on va plus que taxer l'immobilier. Et donc, l'épargne et les placements financiers, c'est plus taxé. Donc, les types, ils n'ont même plus besoin d'investir dans l'économie réelle pour être exonérés d'impôts. Ils le sont déjà. Et donc, comme par magie, on a des rapports qui sont sortis. Parce que moi, j'expliquais ça
à des députés En Marche, etc. Bon, ils ne comprenaient rien. Et ils me disaient, oh, mais il faut attendre de voir, on va avoir un comité d'évaluation. Mais je leur disais, il n'y a pas besoin d'attendre, hein. Mécaniquement, ça va produire ça. C'est obligatoire. Les comités d'évaluation, effectivement, sur la réforme fiscale, il a expliqué, les investissements dans les PME se sont effondrés. Les dons aux associations également, parce que de la même manière, les associations bénéficiaient de dons qui étaient défiscalisés à hauteur des 2/3. Ces gens-là n'ont plus besoin. Donc, ils n'investissent plus. Et comme les rendements aujourd'hui sont bien plus élevés dans la finance, dans la spéculation, en partie parce qu'on a des banques centrales qui n'arrêtent pas d'imprimer des billets. Donc, de toute façon, vous pouvez jouer n'importe quoi. Vous êtes quasiment sûr de gagner. Donc, les types, ils vont là. C'est normal. C'est humain. Vous voyez, moi, je ne demande pas aux gens d'être plus vertueux que leurs voisins. Ce que je demande, c'est à l'État de mettre en place les règles qui vont faire en sorte qu'on va faire converger les intérêts individuels vers l'intérêt général. Les intérêts individuels ne convergent pas spontanément vers l'intérêt général. Il faut les faire converger. Et ça, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la loi, c'est le rôle des systèmes d'imposition et de prestations sociales. Et donc, je pense effectivement qu'il faut taxer bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui, les ultra-riches. Je rappelle qu'un pays qui n'est pas de tradition communiste, qui s'appelle les États-Unis, jusqu'à la fin des années 70, avait des taux d'imposition pour les tranches les plus élevées jusqu'à 90%, même jusqu'à 94%. Les États-Unis d'Amérique. Mis en place pendant la grande crise et la grande Exactement, dépression. par Roosevelt, jusqu'à 94% d'imposition pour les tranches de revenus les plus élevés. Et aujourd'hui, si vous avez un taux à plus de 30 ou 40%, on vous explique que c'est une spoliation et que c'est une atteinte à la liberté. Vous avez une proposition d'ailleurs dans votre livre au sujet de la nationalisation, je ne sais pas comment l'appeler, mais de l'impôt. C'est-à-dire que comme les États-Unis le font, justement, pour éviter l'exode fiscal, de lier l'imposition, non pas à l'habitation au lieu de résidence, mais à la nationalité. Oui, parce que vous pouvez nous expliquer le dogme, en fait, c'est on ne peut pas imposer les impôts pour les plus riches, parce que sinon, ils s'enfuient et donc l'économie du pays va s'effondrer. Bon, très bien. C'est pas un argument à balayer d'un revers de la main, c'est un argument pertinent. Simplement, je viens d'expliquer pourquoi on peut pas continuer avec ce principe-là, parce que sinon, on a effectivement cette aspiration de masse d'argent qui vont dans les poches des plus privilégiés et qui ne servent plus l'économie. Et puis, il faut rappeler qu'il y aura toujours des politiques fiscales dans d'autres pays qui seront plus avantageuses. Oui, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, de toute façon, c'est la course sans fin. Et donc, sinon, c'est la course au moins 10 ans fiscal en permanence, raison pour laquelle, d'ailleurs, Biden a proposé un impôt minimal sur les sociétés. Sauf qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop faible. Alors, je sais même pas s'il était adopté, mais à l'époque, on parlait de 15%, ce qui, de toute façon, est beaucoup trop faible. Il faudrait mettre au moins 25%. Pour harmoniser donc un impôt plancher sur les sociétés. Mais ce qu'il faudrait déjà, c'est effectivement pratiquer comme les États-Unis un impôt sur la nationalité et non plus suivant le principe de territorialité. Aujourd'hui, en gros, si vous habitez à un nombre de jours suffisant, plus de la moitié de l'année, enfin la moitié de l'année plus un jour à l'étranger, vous n'êtes pas imposé en France. Bon, moi, je suis pour dire que si vous êtes français, vous paierez votre impôt en France. Alors bien sûr, vous aurez le droit de vivre où vous voulez. Là où vous vivrez, suivant les règles qui sont appliquées dans ce pays, vous paierez évidemment l'impôt sur le revenu dans ce pays-là. Mais s'il en résulte pour vous une différence par rapport à l'impôt que vous auriez dû acquitter en France, eh bien cette différence-là, vous devez la verser à l'État français. De cette manière, vous vivez où vous voulez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'atteinte à la liberté, on ne va pas vous dire comment il faut vivre. Mais en revanche, l'impôt, à vie, jusqu'à la fin de votre vie, vous le paierez. En tout cas, vous n'obtiendrez aucun avantage fiscal à vivre à l'étranger. Vous paierez le montant d'imposition que vous devez à la France. Et ça, c'est moralement tout à fait justifié parce que vous avez bénéficié, si vous êtes au niveau, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir aller s'expatrier à l'étranger. Si vous êtes à ce niveau-là, généralement vous avez fait des études, c'est parce que vous avez bénéficié du système d'éducation français, du système de protection sociale, du système de soins. Enfin bref, vous avez bénéficié de toutes les infrastructures et du fait de vivre dans un pays riche, donc vous devez le rendre à votre pays. Est-ce que vous seriez favorable, comme c'est parfois proposé, à un ajustement des retraites justement au niveau de vie des pays où les retraités passent justement leur fin de vie. C'est-à-dire que si vous décidez de déménager au Vietnam à 65 ans, eh bien votre retraite est ajustée sur le revenu moyen vietnamien. J'avoue que très franchement, j'y ai pas réfléchi. C'est une bonne question.
Là, comme ça, je saurais pas vous répondre parce que généralement, les débats, ils tournent quand même autour de essayer de casser le système de retraite par répartition. Et l'objectif de Macron, c'était de faire en sorte qu'en gros, le montant de la pension puisse varier. On a bien compris qu'il puisse varier à la baisse au cours de la retraite des personnes concernées. Ça, j'y suis absolument opposé. Évidemment, je suis pour que quand on parle à la retraite, on a un montant qui est garanti jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi ? Parce que toute sa vie, on a cotisé. Et quand on nous dit oui, mais la démographie, vous vous rendez compte, il y a trop de retraités, il n'y a plus assez d'actifs pour financer. Non, mais attendez, ça c'est vraiment l'argument fallacieux. C'est de nous dire, on compare par personne. Il ne faut pas comparer par personne, il faut comparer par production de richesse. Si notre production de richesse, et elle a fait qu'augmenter, elle augmente de moins en moins, mais elle augmente encore toujours. Ça veut dire qu'on peut toujours financer les retraités, hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est peut-être simplement qu'il y a des gens qui s'accaparent trop de richesses. Donc, moi, je suis pour maintenir le système de répartition et donc le système par solidarité. Après, là, sur la question que vous posez... Vous n'êtes pas obligé de prendre... Non, mais je vous avoue, j'ai pas réfléchi à cette question-là. C'est assez pertinent parce que quelque part, effectivement, les retraités qui vont vivre dans des pays donc avec des niveaux de développement très inférieurs, c'est une question sur laquelle il faudrait réfléchir. Voilà, j'ai pas d'avis là pour l'instant. Dernier dogme, et malheureusement, il faudra peut-être bientôt se séparer, mais on a encore quelques questions, heureusement, sur donc le dogme de la flexibilité du travail, et effectivement avec des chômeurs qui sont pointés du doigt. Oui, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure en expliquant qu'il y a que 300 000 emplois disponibles qui ne sont pas pourvus, alors qu'il y a 6 millions de chômeurs. Donc, on peut s'amuser à taper sur les chômeurs autant qu'on veut. C'est pas ça qui va créer de l'emploi. Alors, je pensais surtout à la question de la flexibilité, oui, qui revient. Voilà. Et du coup, le discours dominant, c'est toujours de nous dire « Ah, mais il faut faciliter les licenciements pour favoriser les embauches. » Déjà, si vous voulez, si vous avez une approche juste de bon sens, vous vous dites si on favorise les licenciements, la conséquence, c'est qu'il va y avoir plus de licenciements. Ça, on le sait. A priori, c'est mécanique. Donc, non, il faut arrêter avec ce dogme-là. C'est pas parce que vous avez flexibilisé le marché du travail que vous allez augmenter les emplois. Je comprends que le raisonnement a sa pertinence à une échelle individuelle. Je comprends que le patron, pour lui, il se dit « Ah bah oui, si je peux licencier plus facilement, alors je vais avoir moins de scrupules à embaucher. » Je comprends ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut raisonner à une échelle macroéconomique. J'ai pris un exemple dans le livre pour expliquer ça. Comment un raisonnement à une échelle micro ne fonctionne pas à une échelle macro. Si vous avez quelqu'un qui casse une vitrine, vous allez voir, au moment où la vitrine est cassée, objectivement, le patrimoine commun s'est appauvri. La vitrine est cassée, il y a des dégâts. Bon, le patrimoine commun s'est appauvri. Et il faut que l'assureur va prendre en charge la réparation, puis il y a un réparateur qui va venir réparer la vitrine. L'assureur s'est appauvri, le réparateur, lui, s'est enrichi. Donc si vous regardez l'échelle individuelle, pour le réparateur, lui, la vitrine cassée, c'est super. Mais à l'échelle du patrimoine commun, on a juste remis à l'état initial. Donc on a perdu du temps, en fait. On aurait pu créer, on a juste réparé. Donc il n'y a pas d'enrichissement à l'échelle du patrimoine commun, mais il y en a pour le réparateur. Donc quand on analyse la question du marché du travail, c'est la même chose. Il ne faut pas raisonner à des échelles micro. Si vous permettez la flexibilisation du marché du travail, vous allez peut-être permettre à certaines entreprises d'être plus agiles, entre guillemets, et simplement, elle va capter plus de parts de marché, donc elle va augmenter les emplois. Mais ça va se faire au détriment des autres entreprises. Votre volume total d'emplois sur le marché considéré, il est le même. Donc ce qui compte, c'est les conditions macroéconomiques de dynamisme général de l'économie, et donc les conditions de financement, d'accès au financement pour les entreprises, et on y revient, les conditions de protectionnisme qui permettent de développer des filières d'activité et de ne pas se faire tuer dans l'œuf ces activités par la concurrence parce qu'ils ont des salaires plus faibles ou une avance technologique qui fait qu'on ne peut pas, sans protection pour lancer la filière, permettre son développement. Donc il faut se sortir de ce dogme-là, et puis on en arrive en plus à une question centrale, c'est que flexibiliser le marché du travail quand vous avez un chômage de masse à 6 millions de chômeurs, on est juste en train de faire pression à la baisse sur les salaires. Les salaires stagnent et n'augmentent plus depuis 20 ou 30 ans parce qu'on a un chômage de masse et qu'en plus on flexibilise le marché du travail. Donc ces politiques-là, elles sont en train d'amener plein de gens au burn-out.
il y a des milliers et des milliers de gens qui tombent en dépression à cause du travail. C'est des arrêts maladie qui durent des mois. Donc ça coûte extrêmement cher, ça, à la sécurité sociale. Donc si vous voulez être conséquent, encore une fois, plutôt que de prendre le problème à la fin et de se dire « Ah bah mince, il y a des gens qui sont malades, qui sont en dépression, bah oui, on va mettre des chief happiness, je sais pas quoi, dans les entreprises. » Comme si faire du cool et du je sais pas quoi, ça va arranger les choses. Pas du tout, ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est absolument revenir au plein emploi. On ne se rend pas compte des dégâts ravageurs que produit le chômage de masse. Ça crée une pression sur les salariés, sur les salaires, qui oblige les gens à accepter tout et n'importe quoi parce qu'il faut qu'ils conservent leur travail, sinon ils perdent leur maison, ils perdent la possibilité de s'insérer dans la société et ils vont avoir des factures qu'ils ne vont plus pouvoir payer, ils vont tomber en surendettement. Un des problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui, c'est pas je voudrais répondre à cet argument qui est toujours donné de nous dire ah mais la France est un pays riche, donc la pauvreté, regardez les autres pays à côté. Mais le problème c'est pas la pauvreté, le problème c'est l'appauvrissement. Et derrière l'appauvrissement, c'est la sécurité économique, la sécurité psychologique. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui là vivent la tête juste au-dessus de l'eau, juste en dehors de l'eau. Et ils savent qu'à la moindre difficulté, boum, ils peuvent tomber dans la trappe à précarité. C'est ça le problème. On a créé une société qui a de moins en moins de sécurité, qui apporte de moins en moins de sécurité économique. Donc il faut absolument qu'on retrouve le plein emploi. C'est un objectif majeur. Et pour ça, il faut réindustrialiser le pays. Pour ça, il faut du protectionnisme. Donc, il faut rompre avec les règles de l'Union européenne. Et voilà, tout se tient. Et tant qu'on aura une haute fonction publique qui ne se remet pas en question, eh bien, la France va continuer malheureusement à dériver. Rapidement, François Boulot, vous apparaissez très bien armé intellectuellement. Quels sont les 2 ou 3 auteurs qui vous ont construit, sans forcément nous dire pourquoi, mais voilà, sous-entendu, quels sont les livres que vous recommanderiez le plus à ceux qui nous écoutent? Disons que en auteur contemporain, je citerai Emmanuel Todd, Frédéric Lordon et Jean-Claude Michéa. Je pense que voilà, avec ces 3 références intellectuelles-là, on fait à peu près le tour de questions qui sont à mon avis centrales. Après, voilà, j'ai lu Aldous Huxley, George Orwell. Je m'intéresse actuellement plus à la philosophie et donc j'avoue que je dois lire Nietzsche, Socrate. Enfin, je vais pas lire Socrate, mais m'intéresser à la pensée de Socrate, vu qu'il n'a pas écrit. Mais voilà, je pense que je suis à un moment de ma vie où je vais m'intéresser plus en profondeur à la philosophie. Mais sur l'aspect politique, je dirais que Todd, Lordon et Michéa en penseurs français. J'aurais pu citer Christopher Lasch en penseur américain, par exemple. Oui, mais voilà, c'est ceux qui m'ont beaucoup aidé à construire ma pensée, à construire des raisonnements cohérents et à essayer d'avoir une approche qui soit rationnelle, qui n'élude pas les problèmes. J'entends beaucoup aujourd'hui dans le débat, on parle énormément d'immigration et d'islam, notamment parce que c'est la stratégie de communication d'Éric Zemmour. Je dis très clairement, c'est une impasse tant qu'on ne donne pas des solutions. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse des constats d'insécurité. Je suis tout à fait d'accord pour dire oui, il n'est pas admissible qu'il y ait des endroits dans le métro, dans le RER, par exemple, à certains endroits, certains lieux où on ne laissera pas sa fille ou sa compagne aller seule parce que c'est trop dangereux. Oui, ça n'est pas normal. Des agressions en bande organisée où on va lyncher une personne jusqu'à la tuer parfois, c'est inacceptable. Mais je demande aux gens de dépasser le stade de l'indignation et de la colère qui sont tout à fait légitimes en essayant de trouver des solutions. Il faut absolument qu'on essaye de réfléchir des solutions. Et les solutions, si vous voulez, il n'y en a pas 50 000. Le problème, on le crée depuis 40 ans. Donc, il n'y aura pas de solution simple, facile, immédiate. Les solutions, c'est l'école et c'est l'économie. Permettre à chacun d'atteindre je dirais, de pouvoir s'émanciper, se développer. L'ascenseur social aujourd'hui dans l'école est bloqué. Pour les gens qui viennent de cités, qui sont pauvres, et s'ils ne voient pas leur grand frère ou leur grande sœur ou leur cousin ou leur voisin qui obtient des postes, qui arrive à s'intégrer dans la société, ça ne donne pas un bon signal et un bon exemple pour qu'eux aient envie de trimer et de faire des efforts. Donc tant qu'on ne remet pas l'ascenseur social et qu'on ne remet pas l'école à l'endroit, on n'y arrivera pas. Et de la même manière, si vous avez un chômage de masse qui
qui touche qui en particulier les jeunes, et en particulier les jeunes de banlieue. Mais de la même manière, vous ne les incitez pas à pouvoir s'intégrer dans la société. Donc, je suis vraiment opposé au discours qui veut essentialiser le choc des civilisations et les cultures. Bien sûr que les différences culturelles peuvent poser des problèmes supplémentaires d'intégration. Mais il y a 6 millions de musulmans en France. Il ne s'agit pas de commencer à nous opposer les uns aux autres, parce que oui, on ira à la guerre civile si on continue comme ça. Moi, je suis opposé à ces discours-là. Je pense qu'ils sont très dangereux. Et tout aussi intelligent que soit Zemmour, j'en parle parce que c'est vraiment ce qui m'inquiète dans la période. Tout aussi intelligent soit-il, il ne propose jamais de solution. Et quand on lui posait la question il y a quelques années, il disait « Ah, mais je ne suis pas candidat à la présidence de la République ». Alors ok, à l'époque, il pouvait se défausser en disant qu'il n'était pas candidat. Mais maintenant, il l'est, et pour autant, il ne propose toujours pas de solution. Et du coup, c'est un discours qui alimente les passions, les colères, et ça conduira à la destruction du pays. Ce qu'il faut, c'est rassembler les gens sur des solutions qui soient rationnelles. L'école et l'économie, oui, ce n'est pas des solutions qui vont fonctionner en un claquement de doigts et qui demain vont résoudre tous les problèmes d'insécurité, de terrorisme, etc. Nous en sommes bien d'accord. Mais on ne règle pas des problèmes qu'on a construits depuis 40 ans en 6 mois. Ça, ce n'est pas possible. Donc, repermettons à chacun de s'intégrer dans la société, d'exploiter son plein potentiel, de pouvoir avoir une place dans la société, des liens sociaux, des amis, de construire une famille. Et vous verrez que les problèmes de communautarisme et les problèmes de religion et les problèmes d'intégration culturelle, on va dire, se poseront avec beaucoup, beaucoup moins d'acuité, parce que les gens seront beaucoup plus disposés à faire des concessions et des compromis que quand vous les mettez dans une situation extrême de précarité, où finalement ils sont obligés de se réfugier dans la religion ou dans le communautarisme, parce que l'État, le pays, la France, ne leur a pas permis de suivre une autre voie. Si on veut sauver le pays et si on veut sauver la France, je pense que c'est la seule manière, remettre à l'endroit l'école et l'économie. Parfait. J'avais une dernière question, mais vous y avez déjà un petit peu répondu, sur ce qui vous donne encore de l'espoir dans ce pays. Vous qui allez quitter la vie publique et rester entre Socrate, Platon et Nietzsche, voilà, qu'est-ce qui vous éclaire encore en dehors de la lecture? Moi, la seule chose qui me pousse, je crois que la période est à l'ignorance. Donc, il faut élever le niveau de conscience. Donc, moi, j'ai décidé de restituer mon livre sur la chaîne YouTube Praxis. Je délivre l'ensemble des analyses du livre dans des vidéos. Et puis, après, je considère que j'aurais fait ma part et j'aurais transmis ce que j'avais à transmettre. Et ce sera aux gens de s'approprier le savoir, aux gens de se cultiver, de lire. Je pense que même les vidéos ne remplaceront jamais la lecture. La lecture, c'est véritablement le moyen de vous retrouver seul avec vous-même et de pouvoir penser, de déconstruire des a priori que vous pouvez avoir et donc d'évoluer, de progresser dans votre pensée. Et donc, c'est aussi une manière de donner l'exemple. Vous voyez, je pense que être dans la lumière et avoir une petite notoriété, c'est pas une fin en soi. Donc, c'est aussi une manière de dire, oui, je vais arrêter de m'investir publiquement parce que je pense qu'il faut travailler. Moi, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Vous voyez, je veux m'intéresser plus à la philosophie, je m'intéresser encore plus à l'histoire, à la sociologie. Bref, j'ai tout un tas de lectures qui m'attendent et je sais que j'ai encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Et donc, c'est aussi une manière de montrer l'exemple et de dire aux gens, ce qui compte, c'est pas la lumière, c'est le travail qu'on va faire à l'ombre des regards. Et j'espère que beaucoup de gens vont faire ce travail-là. C'est ce qui nous permettra, à un moment donné où une crise suffisamment puissante va intervenir, et elle interviendra, si on a construit ce niveau de conscience suffisant, alors à ce moment-là, on pourra faire basculer les choses du bon côté. Parce que le risque, c'est que si on ne fait pas ça, on pourrait basculer du mauvais côté. Et le mauvais côté, ça ressemble plus au chaos qu'à un avenir, ce qu'on pourrait appeler un monde meilleur. Eh bien, merci François Boulot pour ce très bel entretien que vous nous avez accordé. Merci pour votre livre et puis pour votre chaîne qui met justement ce livre à la disposition de ceux qui vous suivent. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie et puis peut-être l'occasion, en quittant la vie publique, de penser à de nouveaux projets par la suite. Merci encore donc, et puis merci à tous qui vous avez suivis ce soir. Je suis toujours heureux de vous retrouver. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et n'oubliez pas, nous sommes disponibles en format podcast également.
très très bonne soirée. Au revoir.